Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le talk du Jolo Sport. Encore une belle journée les amis pour laisser le sport africain s'exprimer à voix haute. Dans le sport, on se concentre beaucoup trop sur les victoires, beaucoup trop sur les succès, un peu moins sur ce que ça coûte pour en arriver là et surtout pas sur ce qu'il faut faire pour rebondir après un échec. Mais il est bien connu qu'un homme qui déplace des montagnes commence d'abord par le faire pierre par pierre. Et c'est peut-être ce qu'essaient de faire nos invités du jour. Assurément même d'ailleurs, visage d'une équipe dont les ambitions continentales et nationales n'ont pas de limite, vainqueur de la Super Coupe de Côte d'Ivoire, double vainqueur de la Coupe nationale, champion en titre, oui, toujours champion en titre de la Ligue d'Or 1xBet, le championnat ivoirien de première division, le coach et le capitaine de la Jeunesse Club d'Abidjan, les JCA Kings, sont dans le talk de Jolo Sport et nous sommes très heureux de les recevoir aujourd'hui. Bonjour messieurs, comment est-ce que vous allez? Bonjour Jean-Philippe, on va très bien. Bonjour Jean-Philippe, ça va très bien. Alors, là, on est en plein dans le sprint final. Vous avez eu une très 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 longue saison. Question toute bête, comment est-ce que vous vous sentez physiquement et mentalement? Et comment est-ce que vous sentez l'équipe globalement? Et le capitaine va commencer. C'est lui qui est, c'est lui qui a même de mieux répondre à cette question, je pense. Déjà, merci pour la question. Là, aujourd'hui, c'est très compliqué de nous situer. Effectivement, c'est un long parcours. Ça fait quasiment 7-8 mois qu'on s'entraîne. Mais pour te dire vrai, ça n'a pas été facile. C'est toujours pas facile. Mais bon, on aime le basket, on est très passionné. Et je crois que c'est pour ce genre de situation-là qu'on s'entraîne tous les jours, voilà, pour être chaque fois au niveau. C'est vraiment pas facile s'entraîner pour le championnat ivoirien de basketball et pour les échéances internationales, mais on essaie de faire au mieux avec le coach qui essaie de trouver la meilleure mayonnaise et les solutions les meilleures pour qu'on soit au top de notre forme. Dieu merci, on arrive presque en fin de championnat, c'est les playoffs actuellement. Et donc, on essaie de tenir mentalement surtout, parce que le basket, c'est d'abord mental avant d'être physique. Et on fera tout pour les 2 prochaines semaines pour rester assez fort et terminer ce championnat-là de la meilleure manière, de la meilleure façon possible. En Voilà. déclinaison à cette question, parce qu'il a parlé de l'aspect physique, comment, dans la position qu'est la vôtre, vous gérez mentalement le groupe? Comment est-ce que vous avez l'expérience, vous avez été joueur, comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on maintient un groupe mentalement, surtout quand on sait comment votre saison s'est déroulée avec tout ce que ça a demandé comme effort physique? Oui, on le fait en variant vraiment les séances d'entraînement, le contenu surtout des séances d'entraînement. Parce que, comme disait le capitaine Momo, psychologiquement, c'est prenant. C'est prenant. Nous, euh, on n'a pas eu de repos, de grands repos, maximum 1 mois. Le championnat dernier, on a été champion, c'est vrai. Ensuite, il fallait participer aux éliminatoires de la Basketball Africa League, donc le Rotobal. Et dès septembre, on a commencé les entraînements, septembre 2025. Et ça ne s'est pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. Euh, Souvent, euh, à cause des objectifs, souvent on augmente un peu le niveau des entraînements, le niveau d'intensité de l'entraînement. Mais après, on essaie de varier pour ne pas qu'il y ait cette monotonie et euh, pour ne pas aussi que les joueurs aussi se blessent. Parce que c'est malheureusement le sport de haut niveau a ses exigences et on n'est pas à l'abri de blessures. Donc, moi, mon cas particulier, je commence à avoir quand même beaucoup de blessés, mais c'est pas de leur faute aussi, c'est pas aussi de notre faute. On essaie de gérer ça au mieux, c'est pas évident. Nous sommes toujours en apprentissage, le club en apprentissage, les joueurs, le coach aussi. Donc voilà, c'est pas, franchement, c'est pas évident. Mais comme je disais tantôt, on essaie de vraiment varier les choses pour ne pas que mentalement les joueurs puissent craquer. Donc c'est à cette exigence-là que vous devez, enfin, que vous devez affronter tous les jours. En C'est tout cas, ça. vous devez vous en tenir à ça. On va parler du club, du projet de la JCA, de la saison passée, de cette saison-là. On va essayer de faire connaissance un peu avec vous. Vous avez quelque chose en commun tous les deux. Vous avez commencé à jouer au basket en dehors d'Abidjan. C'est ça. Euh,
Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cette époque-là, de vos débuts, et quelle analyse rétrospective pardon, vous faites sur le parcours jusqu'à aujourd'hui, tous les deux? Qui parle d'abord? On va partir sur le principe que ça sera Momo au départ Ok, et ok. vous ensuite. Ouais, voilà, pas de souci. Franchement, ici, je me retrouve ici aujourd'hui avec beaucoup de nostalgie, mais aussi de fierté, parce que j'aurais jamais imaginé me trouver dans cette position-là aujourd'hui. Ça a été très difficile. Venir de l'intérieur, ici en Côte d'Ivoire, c'est toujours difficile, surtout quand il s'agit d'un sport comme le basket. Voilà, c'est parti d'un rêve. Voilà, moi j'ai regardé principalement les bonnes James à la télé, et c'est comme ça que je décide de me mettre au basket. Ensuite, je crois que j'ai eu beaucoup de chance parce que le coach sur lequel je tombe me parle beaucoup de Stéphane Konaté. Il me parlait de ce monsieur-là qui jouait chaque samedi le championnat ivoirien de basket. Quand on regardait même à l'époque, je crois, il y avait une émission qui passait qui s'appelait 5 majeurs. Donc, on courait chaque matin regarder. C'est comme ça que j'ai vu Stéphane Konaté à la télé la première fois. Et je me suis dit, bon, il y a les bonnes James que je peux pas voir ou toucher, mais il y a Stéphane Konaté que je pourrais voir un jour. Donc, il faut que je continue de m'entraîner. Et je ne sais pas d'où est venue cette motivation-là, mais il y avait cette petite flamme-là qui faisait que chaque matin, j'allais m'entraîner quand même avec mon groupe d'amis jusqu'à ce que j'ai le bac et que j'arrive à Abidjan. Et franchement, on peut tout arracher au pauvre sauf son rêve. Ce rêve-là m'a amené un jour dans une salle de sport. Alors, je crois que c'était Stéphane Konaté qui me propose de venir faire le test à l'ABC. Je crois que c'était en 2015. Et je fais le test, je suis retenu. Et voilà comment mon rêve qui a commencé à l'intérieur du pays à Amsokro se transforme en réalité. Et je me dis tout de suite qu'il faut que je continue de poursuivre ce rêve-là. Il faut que je saisisse toutes les opportunités qui s'offrent à moi parce que c'était comme un rêve que je vivais en réalité au fait. Donc je me mets plus sérieusement à m'entraîner, à jouer, à écouter le maximum de conseils possibles, à regarder, observer surtout parce que à l'époque il y avait de très grands joueurs à l'ABC, à commencer par Stéphane Konaté, Afi Anderson, PC, tout ça. Donc voilà un peu comment j'ai embrassé le basket de haut niveau ici à Abidjan et puis ça m'a emmené là aujourd'hui. Et comme le hasard n'existe pas, je suis encore coaché par celui-là qui m'a fait venir à l'ABC, aujourd'hui à la JCA, avec qui il était champion pour la première fois, pour la première de la JCA. Et franchement, je pense qu'il n'y avait pas meilleur rêve, quoi. Voilà un peu comment tout s'est passé jusqu'aujourd'hui. Les anecdotes sont tellement que on ne pourra pas finir ici, je dois expliquer. Mais je suis très fier de me retrouver dans cette position-là. Si je devais arrêter le basket aujourd'hui, ce serait avec beaucoup de joie et de bonheur. Voilà, j'ai aucun regret. Il faut que vous nous parliez de tout ça, mais aussi de la transition joueur-entraîneur. On aura le temps de rentrer dans le détail de ce que vous représentez réellement. Mais vous avez été joueur, aujourd'hui vous êtes un entraîneur, le succès est là. Comment vous analysez tout ça et comment on justifie une telle réussite? Ben, par la résilience. La résilience. Vous savez, la particularité des joueurs qui viennent de l'intérieur, c'est la résilience. C'est ça. Pourquoi? Parce que rien ne leur Est donné. est donné, rien n'est offert. Ils sont obligés de se débrouiller dans leur localité, apprendre au basket de la meilleure des manières qu'ils peuvent, venir à Abidjan, intégrer un club, s'imposer et briller. Donc, Ça fait beaucoup. ça fait beaucoup. Donc, quand cet enfant-là arrive à s'imposer, ça fait beaucoup de résilience. Je pense que c'est ce qui est un peu la différence entre les jeunes joueurs qui viennent de l'intérieur et puis ceux d'Abidjan. Ensuite, toujours en parlant de résilience, c'est ce qui fait que tu continues de t'entraîner. D'abord, tu as un objectif, tu as un rêve, tu as un objectif et tu mets les moyens pour atteindre cet objectif. Donc, en tant que joueur, c'était le travail, le travail, le travail, le travail et le travail. Donc, dans toute cette phase de travail-là, intervient la résilience. Quand tu n'es pas résilient, tu te décourages vite. Quelques petits obstacles te titillent un peu, tu abandonnes. Donc, c'est vraiment beaucoup de résilience, beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation. Après, on peut travailler, mais travailler dans le mauvais sens. Parce que tu n'as pas forcément la connaissance.
de ce que tu fais. Tu ne sais pas, tu ne sais pas si le travail là va te permettre d'évoluer, va te permettre de progresser. La patience intervient parce que tu peux travailler pendant... Et ne pas forcément être récompensé à la minute. Exactement. Ouais. En fait, ne pas forcément être récompensé quand toi tu veux. Oui, à la minute. C'est-à-dire que Exactement. se dire qu'on veut faire cet effort aujourd'hui et Voilà. que ce soit payé demain, Voilà. mais ça ne marche pas toujours comme ça. Ça Exactement. marche même rarement comme ça en C'est ça, réalité. c'est ça. Donc, après le travail, il faut être vraiment patient avec soi-même, avec son corps et avec les autres. Je pense que le basketball m'a donné tellement une leçon de vie. Dans cette leçon-là, il y a tellement de thèmes dont je parlais récemment. Résilience, patience, travail. Donc, en tant que joueur, c'est ce qui m'a forgé en fait. Et après, la transition pour moi n'a pas été vraiment difficile. Parce que moi j'ai eu mon diplôme, mon premier degré, diplôme d'entraîneur en 2016. Donc j'ai passé mon diplôme en tant que joueur. J'ai aussi fait une formation sportive, donc prof de sport, INJS, avec tout ce qui va avec. Donc pour moi, la transition n'a vraiment pas été difficile du tout. C'était même presque naturel. Naturel, parce que moi je suis professeur d'EPS, j'éduque, j'ai de la pédagogie. Donc quand tu allies tu cumules ces deux compétences-là, tu le retrouves dans le coaching. Voilà. Donc allié à ça, le diplôme que tu passes, pour moi ça a été une transition naturelle. Voilà. J'ai essayé un peu dans le management quand j'ai arrêté, parce que pour être coach aussi, il faut savoir manager aussi. Donc j'ai essayé, et puis après je pense que la fibre du coaching a été plus qu'autre chose. Donc voilà comment ça s'est fait, et puis voilà, ça n'a vraiment pas été compliqué pour moi. Si je dis que vous avez une relation grand frère, petit frère, est-ce que ça vous va? Ouais. Vous avez autre chose en commun. Vous êtes tous les deux passés par ABC. Oui. Aujourd'hui, vous évoluez à la JCA King. C'est pas un peu comme passer du Barça au Real ou inversement? Moi, non, pas forcément. Oui, peut-être, je sais pas, mais je ne crois pas. Ici, la vision n'est pas pareille. Barça au Real, c'est fort. C'est fort. Mais aujourd'hui, la plus grande rivalité du basket ivoirien, c'est ABC-JCA, en l'état. Oui, en l'état. En l'état, oui, en l'état. On pourrait dire aussi Oui. ABC Soir, on pourrait dire JCA Mais Soir. en l'état. En l'état, oui, on peut dire ça comme ça. On peut dire que c'est la plus grande rivalité, ouais. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet de la JCA? L'opportunité. Ouais, je dirais opportunité aussi. C'est-à-dire? Ouais. Pour moi, c'est un mélange d'opportunité et d'ambition. Voilà. Vous savez, j'ai quasiment fait 9 saisons à l'ABC, 10 saisons même. Voilà, j'étais 7 fois champion de Côte d'Ivoire. Et là où j'étais 7 fois champion de Côte d'Ivoire avec le coach Stéphane Konaté. Et je crois, à un moment bien précis, la JCA s'est présentée à moi avec un projet qui m'a séduit tout de suite. Et je me suis dit pourquoi pas relever ce défi-là en partant de l'ABC et essayer d'être champion avec un autre club. Ça c'est personnel. Voilà. Donc, comme je disais, ambition personnelle et opportunité. Voilà, j'ai saisi ce qui m'arrangeait le plus sur le moment. Et puis, Dieu a fait que ça payait. La saison dernière, on est champion de Côte d'Ivoire. Est-ce que, sans bien sûr vouloir enlever quoi que ce soit à ce que vous avez réalisé avec l'ABC, mais le fait de partir de là-bas, d'arriver à la JCA et de gagner avec la JCA comme vous l'avez fait, est-ce que ça a plus de valeur en termes d'effort, en termes de résilience, vous en avez parlé, en termes de réussite? Où est-ce que vous situez ça dans votre échelle d'accomplissement? Oh, moi je pense que c'est un kiff total. Oui, c'est un kiff total. La vie est faite d'étapes. Je pense que j'ai passé l'étape de l'ABC. Et il fallait avoir de nouveaux challenges. Les challenges te permettent de travailler, les challenges te permettent de repousser les limites. Hein. Donc moi, l'opportunité que moi j'ai eue en tant que coach, déjà d'abord à Hypersonics, parce que c'est Hypersonics qui m'a donné mon taf de coach. Donc ils m'ont donné cette chance-là de pouvoir coacher, manager leur équipe. C'est très très bien passé pour moi, parce que c'est
C'était ma première expérience officielle en tant que coach, parce que j'étais déjà, mais officieusement. Donc c'est ma première expérience officielle en tant que coach avec les Pessonix. Donc c'était très bien passé. J'ai envoyé l'équipe d'un point A à un point B, donc de là à là. Et après ça, l'opportunité de la JCA s'est offerte à moi. Et puis avec le projet qui était derrière, et ça, bon, l'opportunité m'a tout de suite séduite. Hein. Moi, c'est un gars, j'aime les challenges. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire ce que tu as fait de l'autre côté en tant que joueur, mais cette fois-ci en tant que coach. Donc moi, ça m'a tout de suite plu. Hein. J'ai sauté sur l'occasion. Et puis voilà, à la fin, ça a marché tout de suite. Quels sont les objectifs qui vous ont été assignés au départ? On a plusieurs types de projets quand on est dans des projets comme ça de sport. On peut se dire, on prend un nouvel entraîneur, il a une mentalité, on va lui donner le temps de travailler, d'amener l'équipe à maturité. Ou on se dit, bah, on met les moyens dès le début et bah, en fait, on veut gagner tout de suite. Quels étaient les objectifs au départ? Ben, moi, je venais dans une équipe qui jouait les playoffs, qui a joué aussi des finales, finale de Coupe nationale, Super Coupe, finale de championnat. Et donc je venais dans cette équipe-là, je venais coacher une équipe qui venait de perdre les demi-finales des playoffs. Donc quand moi je suis recruté, le board de la JCA m'a tout de suite planté le décor. Monsieur, vous avez été recruté, c'est pour le champion de Côte d'Ivoire. Tout de suite. Ça a le mérite d'être clair. Non, c'était clair. C'était clair. On vous a recruté parce que nous, on veut être champion. Donc, nous pensons que vous êtes la personne à même de nous donner le titre. Je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Mais la condition aussi, c'est que j'ai 4 blanches. J'ai 4 blanches, j'ai toutes les 4. Je gère. À la fin de la saison, je ne suis pas champion. Vous me virez. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un board qui a accepté de me donner 4 blanches. Et puis, bon, voilà, ça a marché. Quand toi, tu arrives à la JCA, est-ce que tu dirais que tu arrives dans un esprit un peu revanchard? Est-ce que tu te dis, à un moment, peut-être qu'on ne m'a pas donné le respect qu'on aurait dû me donner, et maintenant, c'est moi, pas contre le monde, mais apparemment, ce que j'ai déjà fait, ça n'a pas suffi. Maintenant, je vais véritablement vous montrer de quoi je suis capable. Est-ce que quelque part, tu as ça en tête où tu te dis, non, en fait, en réalité, tu n'as pas grand-chose à prouver, tu viens faire ton truc, tu es le même joueur de basket, et tu vas te concentrer sur le projet de la JCA avec cet objectif-là, parce qu'en réalité, quand tu arrives, le challenge, il est déjà très intéressant. Est-ce que tu as besoin d'un surplus de motivation? Je dirais que j'avais pas un esprit revanchard. Ce que j'avais plutôt, c'était, si tu veux, j'avais à me prouver à moi-même ce que je valais au fait. Parce que à l'ABC, je suis arrivé un peu dans un cocon, voilà. J'étais un peu avec les grands frères, avec vraiment des icônes du basket ivoirien. Et ces gens-là m'ont appris à travailler, m'ont appris à jouer, m'ont appris à gagner. Voilà. Donc quand je quitte l'ABC, je me retrouve tout seul. Voilà. Et j'ai ces questions-là que je me pose. Est-ce que je peux gagner le championnat ivoirien de basketball en étant loin de ces personnes-là? Voilà, parce qu'il y a le coach qui était à Hypersonics, il y a des joueurs que j'ai laissés là-bas avec qui je m'entendais très bien. Donc j'arrive dans une équipe de JCA où j'ai presque jamais joué avec personne. Tu vois. Donc, si tu veux, ça m'a permis de moi-même relever un défi personnel, me connaître moi-même et de travailler encore plus. Parce que quand tu pars d'une équipe championne, devenir champion avec une autre équipe, c'est vraiment très difficile. Voilà, ça m'a mis dans ces dispositions-là et ça m'a permis de me découvrir moi-même, de voir jusqu'où je pouvais aller personnellement et tout ce que je pouvais faire pour une équipe qui cherchait à être championne. Donc, personnellement, ça m'a vraiment, vraiment aidé parce que, comme le coach disait tout à l'heure, la vie, c'est des étapes. Voilà, je suis parti d'une étape qui était celle de l'ABC à une autre étape où je pense que j'ai progressé individuellement sur beaucoup d'aspects du jeu, mentalement surtout. Et franchement, 2 années après, je suis champion de Côte d'Ivoire. Je pense que voilà, j'ai réussi ce pari-là. Vous avez connu 2 présidences dans le club. Est-ce que vous direz que le projet de la JCA, indépendamment de ces changements-là sur lesquels on va revenir, suit son cours, les étapes justement dont vous parlez depuis le début, logique, et que la nouvelle présidence est en train aussi d'aller dans cette dynamique-là, de faire progresser le projet JCA, l'institution, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et l'équipe? Oui, clairement. Moi, j'ai arrivé l'année dernière avec un board, avec un président qui avait ses ambitions, qui avait ses objectifs.
les objectifs ont été atteints. Et après, le changement de président a envoyé une autre dimension au club parce que ce nouveau président aussi avait ses ambitions, a ses ambitions et ses objectifs. Donc on est clairement dans le projet. Et puis voilà, la GCA évolue, on allait à la Basketball Africa League, voilà, on est là, on existe encore, on est encore en play-off, on est vainqueur de la Coupe nationale. Donc je pense que ça avance. Est-ce que ça veut dire, avant que tu réagisses, est-ce que ça veut dire que vous avez eu le même type de conversation au début du championnat et que si vous n'êtes pas champion, vous serez viré? Ou le contexte, il a un peu changé quand même, vu que il y a quand même aussi une forme de stabilité à trouver. Est-ce que quel genre de discussion vous avez eu justement avec le nouveau board? Ben, le nouveau board a été clair aussi, hein. Eux sont là pour être champions. Donc, ils ne vont pas être là pour venir perdre. Non, c'est clair qu'eux sont là pour être champions. Donc, je pense qu'ils mettent les moyens, hein. Ils mettent les moyens à disposition pour qu'on puisse l'être. Bon, ça n'a pas été clair, tu n'es pas champion de vie, mais bon. Non, en fait, c'est moi qui ai dit. Oui, c'est pour ça que je demande si vous êtes allé voilà, sur la même. Carte blanche, si c'est pas ça, vous me virez. Voilà. Non, là c'est un peu plus un projet à long terme. Il veut être aussi champion. Et après, vraiment, c'est vraiment un projet à long terme qu'il s'est mis sur la table. Et moi, ça m'a séduit pour pouvoir continuer l'aventure avec la GCA. Et toi, comment tu te positionnes par rapport à tout ça? On a reçu le président il y a, allez, je ne sais plus exactement, il y a quelques semaines, et il nous disait que l'objectif cette saison, c'était la finale de la Basketball Africa League, on y reviendra, la coupe, ça c'est fait, la Super Coupe, ça c'est fait, il reste le championnat. On n'est pas loin d'une saison réussie en théorie. On n'est pas loin. Évidemment, le narratif des prochaines semaines pourra très bien changer la conclusion, mais Exactement. Je veux dire que si vous avez eu à signer pour vous trouver dans cette position-là aujourd'hui, vous auriez signé. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Effectivement, moi je dirais que on peut pas être, en tout cas personnellement, je peux pas être dans ces conditions-là et ne pas viser le titre de champion de Côte d'Ivoire. Quand tu as la chance d'avoir dans ton équipe, déjà à la tête de ton équipe, un président comme Cissé, et le coach Stéphane Konaté, des joueurs comme Chris Crawford, Konaté Ben, Baba Toundé. Franchement, c'est beaucoup d'éléments qui t'obligent à être ambitieux. Voilà. On est tous des compétiteurs et on a cette place, on a bataillé pour être deuxième, pour être premier même. On est deuxième aujourd'hui. Et franchement, on n'attend pas un autre résultat que celui du champion de Côte d'Ivoire. Donc, on va essayer de se battre pour conserver ce titre-là qu'on a gagné l'année dernière. C'est tout. Revenons un peu sur la saison passée avant de parler de celle-là. Saison historique, disons les choses telles qu'elles sont. Si vous le refaites cette année, on est un cran au-dessus, mais saison historique, le doublé et tout ce qui va avec. Selon vous, quelle était la clé de ce succès-là? Le travail. Oui, mais je sais bien, non, coach, le travail, okay. La discipline, la rigueur et la résilience. Est-ce que ça veut dire que vous avez été plus résilient que les autres, plus travailleur que les autres, plus discipliné? Peut-être, oui, le modèle de travail, peut-être un peu, oui, peut-être plus discipliné, avec un peu plus de résilience, oui, je pense. Tout le monde sait jouer au basket. Comme je disais tantôt, la différence, c'est dans les détails. Le diable est dans les détails. Le diable. Le succès aussi. Ça veut tout dire. Le diable est dans les détails. Tu vois, les gens ont tendance à laisser les détails parce que, oh bon, c'est emmerdant. Mais c'est là-bas qu'il y a le succès. C'est là-bas qu'il y a le succès, dans les détails. Si tu ne gères pas les détails comme il le faut, tu seras comme tout le monde. Ça va être compliqué. Après aussi, tu vois, tu as une situation où les joueurs croient en leur coach. Tu vois, ils croient en leur coach, ils croient au processus. Ils croient au projet. Tu peux jouer sans croire au projet. Hein. Vous croyez au projet? Toujours. Mais bien sûr. Oh, non, bon, j'ai pas peur pour lui. Moi, je ne veux pas dans quelque chose auquel je ne crois pas. C'est pas possible. C'est impossible. Sinon, tu ne veux pas te donner à 100%. Bien sûr. Tu vois. Tu ne vas pas venir travailler, tu ne vas pas travailler avec le sourire. Tu ne vas pas chercher à t'améliorer, à améliorer le groupe. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, si les joueurs ne croient pas au projet, si les joueurs ne croient pas à la personne, je pense qu'ils
qui gère le projet au lead le quotidien, projet, qui oui. lead le projet au quotidien, c'est compliqué. À un moment, le groupe se disloque. Sur le terrain, ça va être compliqué. Chacun fait ce qu'il a envie de faire, chacun fait ce qu'il veut faire. Comme il sent, oui. Et comment tu vois ça, toi, en tant que joueur? Pour toi, ça a été quoi la clé? Le coach nous a dit travail, résilience, et ce sont des valeurs qui sont super importantes. Mais toi, peut-être, tu as un autre regard, parce que évidemment, ça a compté, mais Discipline, surtout. Pour moi, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. C'est la continuité dans tout ça, en fait. Tu peux travailler juste un mois, tu peux te résilier un mois, discipliner un mois, et ça va pas suffire. Pour moi, franchement, c'est la continuité. On a fait pendant quasiment 9 mois. les saisons sont longues. Voilà. Au tout début, tu ne vois pas les résultats. Voilà. Mais c'est au fur et à mesure que la saison avance, que les matchs se jouent, que tu te rends compte que vraiment, voilà, c'est ce que tu cultives, voilà ce que ça donne comme résultat. On a gagné des matchs l'année dernière à 30 secondes, 20 secondes, 10 secondes de la fin. Et franchement, c'est tout ce travail-là qui a été mené en amont qui a donné ces résultats-là. Voilà. Après, quand les joueurs commencent à croire vraiment en ce que le coach dit chaque jour et qui marche, voilà, ça donne envie à tout le monde de faire la même chose à chaque fois. Et venir comme ça, être vainqueur de la Coupe nationale, vainqueur du championnat de Côte d'Ivoire, c'est vraiment pas arrivé par hasard. Vraiment pas. Donc, je pense que c'est ce que le coach a dit. Hein. Meilleur joueur pour toi, si je raconte pas de bêtises, meilleur coach, ça fait quoi de vivre ces moments-là ensemble? Quelle saveur ça a? Individuellement, je sais que c'est un vrai kiff, c'est un accomplissement, mais vous le faites ensemble. Je pose la question parce que lors de la Super Coupe de Côte d'Ivoire, c'est un moment qui m'a marqué. Il y a un moment où tu perds un ballon. Et, et le coach t'a regardé. Il a rien dit d'autre que Momo. C'était juste avant la mi-temps. J'ai eu le sentiment que il n'a pas eu besoin de faire des phrases. Il a juste dit, je peux mimer, il a fait Momo. C'est ça. Et c'est comme si le message était passé. Direct. Tu es rentré directement à la mi-temps. Quand tu es revenu, ça fait quoi d'avoir vécu ce moment-là ensemble? Le fait qu'il ait été coach, enfin coach de l'année, et toi, meilleur joueur ça fait quoi de vivre ces moments-là ensemble? Moi, c'est très représentatif pour moi. Voilà. C'est une histoire, en fait. Moi, franchement, si je pouvais écrire un livre ou je l'aurais fait, en fait. J'y pense, en plus. Parce que, franchement, c'est quelque chose qui est très représentatif pour moi. Être meilleur joueur l'année où mon coach est meilleur coach, franchement, Et ce coach-là? Voilà, ce coach-là, c'est la meilleure histoire pour moi. Je ne pourrais pas avoir une meilleure histoire. Voilà, parce que il y a beaucoup d'histoires derrière cette histoire-là. Et pour qu'on en arrive là, franchement, c'est beaucoup de travail. Ça ne s'est pas fait au hasard. Voilà, le coach, il est très rigoureux, il est très exigeant. Et je suis très content d'avoir eu ce trophée-là parce que je pense que c'est beaucoup grâce à lui. C'est beaucoup grâce à ses conseils, grâce à la méthode de travail surtout. On joue des matchs dimanche, mais il faut se lever le lendemain matin, lundi, aller en salle, faire 2 heures de muscu, 1 heure sur le terrain. C'est ces efforts répétés là qui donnent ces résultats qui paraissent faciles sur le terrain, mais qui font que qui ont fait que j'ai eu ce trophée là. Et franchement, je suis très content. Je lui suis très reconnaissant. Et puis reconnaissant aussi à ma famille, à mes frères, à mes soeurs, à tous ceux-là qui me boostent, qui croient en moi. Parce que comme je dis, le basket, il est d'abord mental. Mentalement, quand tu es posé, équilibré, tout est réussi. Et franchement, chapeau quoi. Chapeau, Et pour vous, coach? Content. Oui, c'est toujours bien et bon d'avoir une récompense après l'effort. Donc effectivement, ce titre de coach de l'année dernière, c'était plus ou moins une reconnaissance quand même de mes pairs par rapport au travail accompli. C'était aussi pour moi une récompense par rapport à tous les efforts fournis depuis quand même 2 années de coach. Mais le plus important, ce n'est pas le trophée. Hein. Le plus important, c'est après le trophée. Parce que vous savez, c'est bien, souvent c'est difficile d'arriver au sommet, mais c'est encore plus difficile d'y rester. Encore plus difficile d'y rester parce que tout le monde veut t'abattre. Vous avez été le chasseur, maintenant vous êtes le chasseur. On a été les chasseurs, maintenant nous sommes la cible.
Et à nous d'éviter tout ce qu'il y a comme piège, tout ce qu'il y a comme problème, tout ce qu'il y a comme difficulté pour pouvoir rester au sommet. C'est pas évident, c'est pas facile, mais bon, la vie est faite ainsi. Vous avez parlé de méthode de travail tous les deux. Yeah. Vous avez parlé de méthodologie, de connaissances. Il y a quelque chose qui frappe avec vous en bord terrain, c'est l'énergie que vous mettez pendant un match. Je suis prêt à mettre ma main à couper que si on fait un calcul calorique, vous perdez à peu près le même nombre nombre de calories que les joueurs sur le terrain. Je pense aussi. Ça vient d'où? C'est quoi? C'est du stress? C'est que en fait vous vivez le match? C'est un peu de tout ça? C'est quoi exactement? C'est de la passion. C'est de la passion. Ça n'a rien à voir avec le stress du tout. C'est de la passion. J'ai plusieurs styles de coaching. Souvent, je m'assois. Parce que effectivement, sans vouloir vous couper, et ça tombe bien, sur le match 1 contre sur le match 1 du quart de finale, donc c'est-à-dire contre Fusion, contre Fusion, vous êtes trouvé anormalement calme. Ouais. Du coup, oui, vous avez plusieurs types de coaching. Ouais. Oui, j'ai plusieurs types de coaching. Il y a des jours où je viendrai et je ne parlerai pas. Je vais observer. Je vais donner des consignes, observer. Et il y a des jours où je serai très actif. Très actif parce que j'aurai senti que mon équipe aura besoin de mon énergie positive pour les booster, pour les galvaniser, pour les remettre chaque fois dedans. Et ça va forcément faire la différence. Il y a une différence entre booster et galvaniser et une différence entre surexciter. Booster son équipe, les galvaniser, c'est les replacer. Bouger avec eux, qu'ils sentent que tu es avec eux, qu'ils sentent que tu les accompagnes, qu'ils sentent que tu les soutiennes. Et puis, après, dans ce même style-là, les encourager. Souvent, quand ça ne marche pas et qu'ils ont la tête baissée, c'est essayer de les motiver à relever la tête et à penser à la prochaine action qu'ils feront de bien pour l'équipe, pour eux et pour la gagne. Donc, c'est vraiment, c'est voulu. C'est voulu. Mais là, ça va être différent parce qu'on rentre dans la phase critique, la phase très, très, très compliquée. Et il va falloir que je sois avec eux. Et ça va se faire. Il va falloir que je sois avec eux. Même à la balle, c'est pareil. À la balle, tu avais l'énergie. À la balle, tu avais de l'accompagnement. Tu avais tout ce qu'il fallait de mon côté pour les booster. Et voilà, c'est ce que je fais, je pense, le mieux sur le terrain. En tant que joueur, comment vous vivez ça, vous? Il y a des joueurs, par exemple, qui disent souvent le coach, je ne parle pas des joueurs de la JCA, on entend souvent, moi je préfère quand c'est calme. Comment le groupe vit ça? Comment toi tu vis ça? Bon, franchement, nous, on vit ça très bien. Hein. Dans le groupe, on vit ça très bien. Ça, c'est pas seulement au match, ça part de l'entraînement. Voilà, les entraînements sont toujours chauds. Hein. Tu as pu assister déjà aux séances vraiment de la JCA. Voilà, et franchement, comme je dis, c'est une affaire de compréhension. Quand tu comprends déjà la méthode du coach, où est-ce qu'il veut aller, comment il est, le match, c'est plutôt facile. Hein. Tu prends ça comme une sorte de motivation. Il faut très vite s'habituer et s'adapter. Voilà, il ne faut pas forcément prendre ce que le coach fait sur le banc comme ce qui pourrait te démotiver sur le terrain, mais bien au contraire, comme une sorte de motivation, comme une sorte de boost. Et franchement, il y a des erreurs. Il y a des erreurs qu'on fait sur le terrain et on n'ose même pas se retourner pour regarder le coach. Parce que même si tu t'as fait 5 secondes, à la 6e seconde, le gamin, il arrive direct, quoi. Franchement, si ça peut me faire rire aujourd'hui, c'est parce que, bien sûr, j'arrive à faire cette différence-là entre tout ce que le coach apporte comme énergie et ce qui est, quoi. Voilà. Donc, nous, on s'en sert comme boost, comme motivation sur le terrain et on essaie à chaque fois de faire mieux que l'action précédente et d'oublier de passer rapidement à autre chose parce que le basket, c'est une succession d'événements. Voilà. Tu ne peux pas te baser sur ce qui n'a pas marché tout de suite alors que le match, c'est 4 cartons, c'est 40 minutes. Voilà, donc nous on prend ça franchement positivement et ça marche. Jusqu'aujourd'hui, on est qualifié pour les demi-finales du championnat. C'est dire que ça nous aide vraiment, quoi. La Basketball Africa League, on va en parler. Mais avant d'en arriver là, il a fallu passer par les Road to BAL. Ça a été quoi le plus gros challenge à ce moment-là, quand vous avez dû passer par là, jouer cette compétition-là?
On dit souvent que les qualifications ici en Afrique, de manière générale, c'est technique, c'est compliqué. Vous avez joué la compétition, vous avez fait une première partie ici, après vous êtes allé au Cap-Vert. C'était quoi le plus gros challenge dans cette période-là? C'est la compétition même, hein, on va dire ça comme ça. Hein. Parce qu'effectivement, la route est longue hein, pour arriver à la BL. Quand tu n'es pas qualifié d'office, la route est très longue. Elle est longue, elle est sinueuse, elle est éprouvante mentalement, psychologiquement, physiquement, financièrement. Elle est éprouvante. Elle est vraiment, vraiment éprouvante. Et quand tu traverses ces étapes-là, que tu arrives à la BL, tu accèdes encore à une autre marche un peu plus haute. Et si tu n'es pas bien préparé, ben, tu n'arrives pas à passer la marche. Le plus gros challenge, je pense que c'est la pression psychologique. Parce que c'est une nouvelle expérience qu'on aborde, que le club aborde. Parce que c'était tout nouveau pour le club. C'est pas comme d'autres clubs qui ont l'habitude de participer à cette compétition. Donc c'était un gros challenge, une nouvelle compétition, un nouvel environnement, de nouveaux objectifs, voilà, un travail différent. C'est tout ça en fait, c'est tout ça le challenge. Et voilà, ça s'est très bien passé. On a très bien fait un retour de BL ici à Abidjan. Après, on allait à Praia pour l'Elite 16. Ça s'est très bien passé. On a fait 6 matchs, 3, 4, 5 matchs. 4 victoires. 4 victoires, 1 défaite en finale. Donc c'était vraiment parfait. On dit ça comme ça, c'était parfait. Je ne pense pas qu'on pourrait faire mieux. Ça s'est très bien passé. Et on s'est qualifié pour la BL. Et puis voilà. Est-ce que tu dirais que le club avait besoin de cette qualification? Vous avez tous les deux connu, vous avez beaucoup de points quand même. Ouais. On a joué beaucoup de routes BL ensemble. On a joué beaucoup de Ligue 6 ensemble. C'est là que je voulais en venir. Vous avez tous les deux connu la compétition en tant que joueur du côté de l'ABC. Est-ce que toi, tu as eu le sentiment que le club avait besoin de cette qualification-là pour, on parle d'étape, pour valider quelque chose à ce moment-là du projet? Oui, parce que déjà, le club voulait être champion de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce qui a été fait. Et le sport de haut niveau, en général, consomme beaucoup d'énergie. Et tu vises un objectif sans savoir qu'après cet objectif-là, il y a un autre objectif derrière. Voilà, donc il fallait déjà être champion de Côte d'Ivoire, se qualifier pour la BL, mais avant d'arriver à la BL, passer par les qualifications, le Roto BL, l'Elite 16. Donc, pour moi, on a franchi avec brio ces étapes-là. Hein. Franchement, on a respecté le processus, on a fait ce qu'il fallait faire, on a travaillé dur. Comme le coach le disait, mentalement, c'est très éprouvant parce que les équipes arrivent aussi, elles arrivent préparées. Avec leurs ambitions voilà, et avec leurs les projets ambitions. aussi, Voilà, bien sûr. on a organisé ici le Roto BL qu'il fallait gagner parce que organiser, c'est se donner le maximum de chances de passer et de gagner, mais c'est aussi se mettre la pression. Voilà, il fallait gagner ces matchs-là ici devant notre public. On a réussi à le faire. On est allé au Cap-Vert, il fallait gagner 5 matchs minimum, 4 matchs minimum. Voilà, on a réussi à le faire aussi contre des équipes franchement vaillantes qui étaient venues aussi avec beaucoup d'ambition. Et se qualifier déjà pour la BL, pour moi, était quelque chose d'excellent et de parfait. Voilà. Après, la BL, c'est une autre marche, c'est une autre compétition, c'est un autre environnement. Voilà, c'est une autre étape. Et sur cette compétition-là, on est la seule équipe qui passe par le Roto BL et l'Elite 16. Les autres clubs sont qualifiés d'office. Et quand tu es qualifié d'office, tu te prépares mieux. C'est pas le même type de... Non, c'est pas pareil. Voilà, c'est un budget différent, c'est des joueurs différents que tu as. Et franchement, l'une des difficultés qu'a eu la JCA, je dirais, c'est cette capacité à devoir gérer le Roto BL, gérer un environnement, gérer des joueurs, gérer l'Elite 16. Et finalement, trouver une sorte de mayonnaise avec encore de nouveaux joueurs pour essayer d'aller jouer cette compétition-là. Voilà. Avec un temps court, sans préparation, sans match amical. Mais je pense que tout est bon à prendre. Il y a un maximum de leçons à tirer dans ces événements-là. Et je compte vraiment sur les dirigeants de la JCA, sur le coach même, pour tirer ces leçons-là et essayer de faire mieux la prochaine fois. Du coup, rentrons dans le détail maintenant de cette expérience Basketball Africa League. Avant de parler du bilan comptable, parce
puisque le bilan comptable raconte une chose, et comme vous l'avez dit, il y a le parcours et tout le reste qui raconte autre chose. La première chose que je voudrais savoir, c'est déjà comment est-ce que vous avez trouvé l'intégration des joueurs qui ont été ajoutés à l'équipe pour lui permettre de pouvoir justement aller jouer cette compétition, globalement. Ben, moi, je pense que ça n'a pas été parfait. Ça n'a pas été bien parce que déjà, le temps qui nous était imparti n'était pas suffisant pour parfaire la préparation. Je pense que c'est l'un des gros problèmes aussi des équipes VL. Le temps ne nous arrange pas. Moi, je pense qu'on a besoin encore d'un peu plus de temps. Après, vous avez la situation où nous, on joue un championnat. Donc, en tant que coach, tu es dans une situation où tu dois gérer plus de 20 joueurs, 20 séances d'entraînement. Tu ne peux pas avoir de matchs amicaux parce que le championnat est en cours. C'est une grosse problématique, tu vois. Donc, il faut que tu te débrouilles pour que la mayonnaise la puisse prendre. La mayonnaise entre les joueurs étrangers et les joueurs locaux puisse prendre. Mais pour ça, ce n'est pas seulement que les entraînements. Il faut des matchs amicaux, il faut... La vie de groupe aussi. La vie de groupe, il faut vraiment... Même un petit tournoi à participer pour qu'ensemble, on puisse connaître les difficultés et puis les résoudre ensemble. Mais là, on parle d'une compétition où on ne connaissait pas les difficultés également entre nous. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là la grosse différence. C'est l'un des challenges difficiles à gérer. Okay? Donc, voilà en gros plus ou moins, je pense que le bémol dans toute cette organisation. Il y a eu quelque chose qui m'a frappé en vous observant, parce que bon, on a pu passer un peu de temps ensemble durant la préparation. Ça, c'est humain, peut-être de se sentir, je dirais pas menacé, mais on est le leader d'une équipe. On a des joueurs internationaux qui arrivent, comme on dit, bon, internationaux par nature, hein, ça veut tout et rien dire. Mais on a des joueurs internationaux qui arrivent avec un statut. Ou un statut. Je dis statut ou statut, ça dépend effectivement de comment ça dépend de comment ils arrivent, de comment ils s'intègrent, de comment on les intègre, de leur état d'esprit, ça dépend de plein de choses. Donc ils arrivent avec un statut ou un statut, qu'importe. Ils arrivent en tout cas avec ce qu'ils sont censés apporter à l'équipe. Ce sont des renforts. Ouais. Mais en même temps, il y a des joueurs qui sont déjà là, qui représentent le club, qui sont là avec le club, qui connaissent les réalités du club. Il y a un mix à prendre. Toi, en tant que capitaine de l'équipe, comment tu vis ça? Tu es le leader naturel de cette équipe-là. Cette place, tu l'as gagnée. Tu ne l'as pas donnée. Tu l'as gagnée. Comment tu fais cette transition-là? Il y a quelqu'un, et ma question devient un peu longue, mais c'est important, tu vas comprendre pourquoi. Il y a quelqu'un, la personne se reconnaîtra, qui m'a dit, durant un de vos matchs récemment, en fait, Mohamed, il a toujours sa place. Il arrive à gérer ce truc-là. Il a l'impression qu'il n'est pas forcément embêté. Il ne se sent pas forcément menacé par ces joueurs qui sont arrivés. Et il a trouvé le bon équilibre. Est-ce que la personne a une analyse correcte sur la situation? Je dirais oui. Naturellement, je suis quelqu'un de très hospitalier. Voilà. Ivoirien, par nature. Très hospitalier. J'ai vraiment pas de problème avec le premier courant, le premier contact. Voilà. J'aime franchement être à l'aise avec les gens et j'aime que les gens soient à l'aise avec moi. J'ai eu cette opportunité-là déjà d'avoir joué la BL avec l'ABC il y a 3 ans en arrière. Donc, pour moi, recevoir du mieux possible ceux qui sont arrivés, c'est ce que je souhaitais. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de problème avec ceux qui sont restés et il n'y a pas eu aussi de problème avec ceux qui sont partis. Tout ce que je souhaite, c'est le bien de l'équipe. Donc, s'il faut que je fasse un pas en arrière pour que le joueur qui arrive se sente bien, je le fais. Il est là pour un moment. Il est justement venu nous aider. Donc, voilà, c'est comme ça que je pense. C'est cette mentalité-là que j'ai. Après, tant que le joueur arrive à se sentir bien dans l'environnement dans lequel il est, c'est tant mieux. Même s'il ne sait pas forcément les efforts que les joueurs locaux font, parce que c'est de la place qu'on laisse. On était champion. Et il a fallu qu'on soit champion. Vous aussi, en réalité, vous avez un statut. Voilà, il a fallu qu'on soit champion. Exactement. Pour qu'ils arrivent. Voilà, ils ne viennent pas parce que sans eux, on ne peut pas jouer. Non, ils viennent nous aider.
Voilà, donc même s'ils ne savent pas les efforts qu'on fait en arrière-plan pour qu'ils soient aussi à l'aise, je me dis que le plus important, c'est l'intérêt de l'équipe. Voilà. Et ce conseil-là, c'est le coach qui a l'habitude de me le donner. Tant que tu peux te mettre dans une situation, dans une disposition pour que tu te sentes à l'aise toi-même et que tu sentes que les autres sont à l'aise, c'est le plus important. Après, on demandera toujours qui a gagné et si c'est la JCA qui gagne, c'est le plus important. Les supporters, ceux qui sont dans les tribunes, ne savent pas forcément comment ça se passe et qui se passe. Tout ce qu'ils retiennent, c'est franchement, il y a une bonne alchimie, ils ont gagné, ils ont marqué des paniers. Voilà. Et s'il faut faire ce genre de sacrifice-là pour que le groupe vit. Le reste, c'est la cuisine interne du groupe et ça appartient à l'équipe. Personnellement, j'ai pas de problème. Ça a été la première expérience à la Basketball Africa League de la majorité des joueurs. Est-ce que vous avez senti les gars impressionnés de votre arrivée, comme si finalement ils prenaient conscience de ce que ça allait représenter cette semaine de compétition? Ben, écoute Jean-Philippe, la majorité de mon équipe est quand même jeune. Hein. J'ai une moyenne d'âge jeune. Tu t'imagines, toi tu prends en tant que coach, tu prends un joueur qui a joué l'année dernière en deuxième division du championnat ivoirien, il va jouer la balle. Il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect où il y a tellement de hype que l'enfant, que le joueur sort un peu de la compétition. Bien sûr. Emprisonné par la tu vois, il est emprisonné par la hype, la bielle. Il y a tellement de visibilité. En fait, il ne sait pas ce que ça peut créer dans la tête d'un jeune joueur qui se cherche. On va dire ça comme ça. C'est ça, qui se cherche. Tu vois. Mais c'est ça, ils ont des rêves plein la tête. Ce sont les conséquences de la compétition. Hein. Mais c'est à nous, je pense que c'est à nous quand même d'essayer de recadrer les joueurs pour les mettre dans les sillons de l'objectif, ou des objectifs du club. C'est pas évident, c'est pas facile, mais ça a tellement de répercussions. Je ne suis pas dit négatif, mais ça a tellement de répercussions sur les joueurs que ça envoie beaucoup de ouf. C'est compliqué. Là, je pense que ça veut de passer à autre chose. Comment tu je dirais pas que le coach est pas proche des joueurs, mais bon, toi tu es un joueur, donc tu es forcément plus proche des joueurs que le coach. Comment t'as senti on sent souvent le gap, hein. On joue une compétition qui est difficile, donc le championnat ivoirien, mais bon, on a quand même nos habitudes. On sait qu'on va arriver au Palais des Sports à telle heure, on va rentrer ici, le couloir on le connaît, psychologiquement les joueurs en face on les connaît, on va peut-être même rigoler un peu avant le match, et puis on arrive à la Basketball Africa League où là tu as tout le monde qui vient avec chacun son projet. Comment tu as senti les gars gérer ça? Est-ce que tu as eu le sentiment qu'avant le début de la compétition, il y avait comme un désavantage qui a déjà commencé, ne serait-ce que dans la gestion émotionnelle de tes coéquipiers pour la compétition? Personnellement, je n'ai pas senti de désavantage particulier. Je dirais que ce genre de compétition-là, c'est vraiment high, c'est un très haut niveau, mais c'est sur tous les plans en fait. Voilà, c'est les équipes contre qui on a joué, c'est des équipes qui recrutent des internationaux, qui recrutent des joueurs étrangers à fort potentiel, des joueurs étrangers qui ont l'habitude qui ont déjà même joué l'Euroleague, voilà, qui ont déjà joué en NBA. Donc ça, si tu veux, ça a son impact forcément. Quand tu as l'habitude de jouer le championnat ivoirien ici, tu ne sors jamais, tu n'es jamais sorti, et que tout de suite on te dit que tu dois jouer contre un joueur qui a joué en NBA il y a 3 ans, il y a 4 ans, ça a forcément un impact sur toi, sur comment est-ce que tu vas te sentir, est-ce que tu es influencé, est-ce que tu es perturbé, est-ce que tu es stressé par rapport à ça. Et je pense que ce haut niveau-là a des exigences qui influent sur le comportement naturel du joueur. Naturellement, tout de suite tu as un peu de pression parce que tu sais que tu n'auras pas une grande marge de manœuvre. C'est pas comme le championnat habituel que tu as l'habitude de pratiquer où des fois même avec 2-3 erreurs, tu peux te rattraper. Ça après. passe quand même. Là-bas, c'est très difficile. C'est très exigeant et la marge d'erreur, elle est carrément infinie. Ça tombe bien que tu en parles parce que justement, en regardant votre parcours dans la compétition, moi j'ai eu le sentiment qu'il y a eu un match pivot.
s'il avait bien tourné, votre compétition aurait pu être différente. C'est celui que vous meniez de. Exactement. C'est celui que vous meniez avec une dizaine de points d'avance. Africain. Exactement. Africain, Et Tunis. voilà. J'ai eu le sentiment, vous me direz si j'ai bon, que si ce match-là, il avait tourné en votre faveur, quelque chose se serait passé. Parce que en fait, l'ASC Ville de Dakar, il passe pas de beaucoup. La preuve, c'est que ça s'est vu un peu sur leur confrontation, là, sur le cas. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce match-là, selon vous? Moi, je dirais que, parce que je me souviens très bien de ce match, je dirais que là, en fait, on arrive à la limite de notre capacité, franchement, à évoluer au haut niveau. D'accord. Voilà. C'est très lucide comme analyse. Voilà. Quand tu arrives à mener une des meilleures équipes de cette conférence-là, de cette compétition-là, même cette saison, de 13 points à la mi-temps, avec tous leurs joueurs titulaires sur le terrain, ça veut dire que tu as réussi, sur 2 temps, à maintenir un niveau de jeu, si tu veux, ton meilleur niveau de jeu, au fait. Tu vois, je pense que c'est le meilleur match qu'on fait. C'est vrai qu'on le perd, mais c'est le meilleur match qu'on fait, loin, tactiquement, techniquement, et en termes d'énergie, en termes de volonté. Franchement, on a essayé de respecter au mieux toutes les consignes du coach, venant du coaching staff. Donc, quand tu arrives à ce niveau-là, je me dis que ça consume au fait en toi tout le reste de ton énergie, tout le reste de ta concentration. Et je me souviens très bien à la mi-temps de ce match-là, le coach me disait, j'ai très mal parce que mener de 13 points, pour moi, c'est très peu. On aurait pu mener de 20 points à la mi-temps. Et je crains pour ce qui pourrait arriver après. Vous aviez senti que le fait de ne pas avoir tué le match à ce moment-là, ça aurait pu... Est-ce que transmettre ce message-là à votre capitaine qui a l'expérience et tout, c'est pas psychologiquement le conditionner au pire? Non, au contraire, c'est Le la prévenir meilleure personne à qui tu t'as dit ça même, c'est le capitaine. Parce que lui, après, il sait Va comment alerter. booster, exactement, booster ses gars, les encourager à faire plus. Enfin, le problème, c'est de ne pas rester dans cet avantage minime pour moi et de dire, ah, oh man. Parce qu'à la mi-temps, effectivement, les gars étaient contents, comme s'ils avaient gagné le match. Ils ont dit, attention les gars, le match n'est pas fini. J'ai tellement d'expérience de ce genre de match-là que moi, je vois déjà la fin. Et la fin, on va se mordre les doigts parce qu'on aurait pu faire plus Et dans ces et ne compétitions, pas à les chaque gratter. point compte. Exactement. Et aujourd'hui, continue une équipe, quand même le club africain Tunis, qui a sorti fini premier premier, oui. de la conférence, qui était certes maladroite, mais reste quand même un grand club. Reste une équipe compétitive, une équipe qui est habituée à ce genre de compétition. Nous, c'est notre première En tant participation. que club, oui. Tu vois ce que je veux dire? Eux aussi, mais ces joueurs-là jouent en équipe nationale, ces joueurs-là ont joué à la bière avec d'autres clubs. Ils ont une connaissance différente de l'environnement même. Mais clairement. Donc, quand je vois ça, je me dis, mais quand tu regardes notre petite expérience qu'on a de notre championnat ivoirien, parce que c'est notre première sortie internationale avec ces jeunes-là. Et quand tu regardes l'expérience, la petite expérience qu'ils ont face à la grosse expérience qui était en face. Parce qu'en cumulé, c'est votre expérience à vous, en tant que coach, à toi en tant que joueur, c'est tout. à seuls des joueurs étrangers qui sont arrivés, mais je veux dire, les joueurs locaux, c'est ça. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Donc, quand moi je voyais comment le match se dessinait, à la mi-temps, je me suis dit, les gars, on va passer à côté de quelque chose de grand. Mais soyez concentrés, le match n'est pas terminé. Le match est loin d'être terminé. Nous, on a joué des matchs ici où on a mené 25 points, 30 points et puis on a perdu le match. Et le basket, ça va vite. Hein. Ça va très vite. 3 minutes sans mettre un panier. Ça va très vite. Mais la preuve, comment ça s'est passé? Ils sont revenus au score, on a continué à mener. Prolongation. Ils sont revenus, à la fin, prolongation et on perd le match. De peu. De peu. C'est pas comme s'ils reviennent et qu'ils vous mettent. Voilà. Le match est resté. Mais le club africain de Tunis était tellement maladroit qu'on aurait pu mener à la mi-temps 25 points. Facile. Est-ce que vous avez eu le sentiment à ce moment-là, quand le match se termine, que vous aviez laissé passer votre chance? Non, en fait, c'est pas notre chance. Moi, quand le match est fini, j'étais tellement... En fait, j'étais pas déçu, mais je me disais encore une fois. Non, même pas. J'ai dit encore une fois. J'avais pressenti le truc, tu vois. Et j'étais triste pour eux parce qu'ils ont tellement donné. Malheureusement, les détails font la différence. Toujours.
les détails font la différence. Et je leur ai dit à la mi-temps, vous savez les gars, Dieu ne donne pas une chance 2 fois dans un match. Quand il vous la donne, il faut la saisir et profiter. Parce qu'après, quand il va la donner à l'autre équipe, là, s'ils ont saisi, c'est fini, vous perdez le match. Et c'est ce qui s'est passé. Tu vois. Et bon, après j'ai appris positivement parce que c'est encore un enseignement. Pour eux, moi, je le savais déjà. Moi ça m'a rappelé et j'ai dit à mon Maurice, ce match-là, bizarrement, étrangement, me rappelle les quarts de finale à la FOBasket 2025 en Angola, Côte d'Ivoire, Mali. C'était pareil. On met de 14 points à la mi-temps. On met les 14 points à la mi-temps, je vois ce qu'on laissait passer. Je me suis dit, ça, à la fin, ça va nous rattraper. Et ça n'a pas manqué. En fait, c'est ce match-là qui me passait dans la tête à la mi-temps. Je disais aux gars, les gars, attention, il faut qu'on soit plus concentrés. Il faut qu'on marque nos paniers faciles si on a l'occasion parce que ça va compter à la fin. Et malheureusement, ça comptait à la fin. Le bilan de l'équipe, finalement, c'est 5 matchs, 5 défaites. Yes. On dit que les chiffres ne mentent pas. Qu'est-ce qu'ils racontent de votre parcours? Qu'est-ce que vous gardez de ça? Aujourd'hui, c'est quoi le sentiment qui prédomine? De toute façon, c'est fait maintenant. Donc, c'est l'étape, on a appris ce qu'on devait apprendre. Maintenant, on va vouloir y retourner et montrer, pas ce qu'on vaut, parce que bon, on sait ce qu'on vaut, mais on va montrer un autre visage où on est vraiment sur ce sentiment de frustration, de se dire, ouais, en fait, on se repasse les actions. Ah ouais, mais ce match, en fait, comment vous vous positionnez par rapport à tout ça? Donc pour moi, c'était 5 matchs, 5 enseignements. Ouais, 5 expériences différentes. Les 5 matchs avaient 5 expériences différentes. Pardon, si je me trompe. Le premier match, c'est le premier match de la compétition. Ok. Le fils de Rabat, pays organisateur, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Il y a tellement d'anecdotes à raconter sur ce premier match-là. Donc, il faut souvent laisser les choses dans le sac et puis de regarder dedans. Découverte. Ok. Donc, on passe à côté du match. C'est normal. Mais ça vient du fait, effectivement, de la préparation. Parce que, et je me permets de vous arrêter là, ce que les gens doivent savoir, sans vouloir rentrer dans les détails du comment, du pourquoi, c'est que la JCA Kings a joué un match de championnat la veille de son départ pour la Basketball Africa League. Ça a l'air de rien comme ça, mais je vous garantis que quand on va se taper 4, 5, 6 heures, 4 heures de vol pour aller au Maroc et qu'on a joué la veille et qu'on va arriver émotionnellement, ça vaut ce que ça vaut. Après, on a eu 3-4 jours. Mais c'est comblé par beaucoup d'activités, de la com et tout le reste. Ça, donc, non, mais après, donc, premier match, première expérience, la BL, on prend une claque de plein fouet comme ça. Je dis, ok, ouais. Voilà, on est dans un autre monde, les gars. Le basketball, c'est un autre monde. Voilà le challenge. Ce à quoi le vrai basketball ressemble. Ok, deuxième match avec moins de 24 heures de repos. Deuxième match contre les Mactans Flyers du Nigeria. Un match, on rentre aussi, on prend tout de suite 15 points. On essaie de gérer, on revient même à 1 point, à 2 points. On a mené un peu. Et puis après, détail, tout de suite. Des détails, tout de suite. Quel détail par exemple? Mais on rate des paniers faciles en contre-attaque. Ça peut me tuer. On rate des paniers facilement en contre-attaque. Ça c'est la pire des choses que tu peux faire dans un match de basket parce qu'après ça te rattrape. Et quand le club en face se rend compte que vous ratez votre opportunité de les battre et qu'eux ils ont ils ne ratent pas. C'est fini, vous battez le match. Ok. Troisième match, on joue contre qui? On joue contre le club africain de Tunis. On donne tout, on mène de 13 points à la mi-temps. Le match est chaud, prolongation, on perd le match de 2-3 points. Pareil. C'est la suite logique, hein? Mais l'équipe monte en puissance en fait. L'équipe monte en puissance. Je pense que par le manque de, comme je disais tantôt, la préparation qui a été pas trop au top. Donc l'équipe monte en puissance. Après, on tombe contre l'ogre égyptien, qui est Al Ahly. Un match particulier parce que on s'est dit, on va pour gagner le match, mais arrivé un moment, vu comment le match va se dérouler, il faudrait qu'on laisse quelque chose parce que derrière, encore avec moins de 24 heures, on a un match à jouer contre l'AS de Dakar, qu'il faudra aussi plus ou moins
qu'on gagne quand même pour l'honneur. Tu vois. Donc tu te dis, bon, est-ce que c'est toujours. Est-ce que c'est. Comment je dis Est-ce que ça vaut le coup de ça vaut le donner coup autant alors de donner que. autant. Déjà après, tu es décimé par des blessures. Tu es décimé par des malades dans ton groupe. Tu n'as plus une grande rotation. Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses le match, tu te concentres sur le match qui suit, ou tu jettes tout, et puis après, ça devient catastrophique. Donc il y a tout ça à gérer. Après, tu te dis, bon d'accord, on joue à ce niveau. Si on est dedans, on continue. Si on n'est pas dedans, on va tourner le banc, on laisse tranquille, et puis après le match, on se concentre sur le match qui suit. Donc finalement, c'est ce qu'on a fait. Comme je disais, il ne faut pas oublier qu'on a été vraiment touché par des blessures. Moi, j'ai été blessé, il fallait gérer la blessure. Fama a été blessé, il fallait gérer ça. Des joueurs ont été malades, 2 ou 3 joueurs ont été malades. Donc ça devient déjà 5 joueurs que tu enlèves dans 12 joueurs. Tu as 7 joueurs après. Il n'y a plus de rotation. Après, pareil, ces joueurs-là, tu les surutilises, tu augmentes les temps de jeu. Sachant qu'il y a le contexte de ce qu'ils vivent eux-mêmes à titre personnel dans la compétition. Exactement. Sans compter que tu as un championnat derrière aussi. Où les objectifs sont tout aussi élevés. Exactement. Il y a tellement de problématiques que tu ne sais même plus comment tu gères tout ça en fait. C'est ce que je dis. Cette compétition-là m'a tellement enseigné en tant que coach. Mais tellement. Je suis blindé au moins pour 10 ans. Quoi. Je te dis. Du coup, il faut y retourner l'année prochaine pour prendre 10 nouvelles années. Exactement. Et surtout pour ne pas faire les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs. Tu vois. Surtout pour ne pas faire les mêmes erreurs. Mais ça reste une compétition extraordinaire avec beaucoup de rencontres, beaucoup d'expériences encore sans me répéter. Et voilà, c'est vraiment une chose à vivre. Alors, j'ai une question super intéressante sur la Basketball Africa League, mais avant, j'aimerais. Tu m'as dit après le match contre le match de Coupe nationale que tu n'avais jamais autant perdu de matchs dans ta carrière d'affilée. Ça place quand même un parcours, mais pour ce que ça vaut, tu es le capitaine de l'équipe, okay. Tu rends ça en pleine face, mais tu es le leader. Donc bon, on dit que lourde est la tête qui porte la couronne. On fait comment pour gérer ça? Comment on gère? On se parle le soir, tu te passes sur son miroir en se disant vas-y, ça va le faire. Comment on gère ça en vrai? Parce que pour prolonger ma question, on ne parle pas assez de l'aspect mental de la compétition. Ouais. J'ai l'impression même qu'ici en Afrique, limite, on passe un peu pour un débile quand on en parle. Je ne sais même pas si ici les équipes ont des préparateurs et tout, je ne suis pas sûr. Comment on gère? C'est quoi ton approche mentale, toi, en tant que joueur, pour gérer ça, sachant que derrière, tu dois être le relais, justement, entre le coach et le groupe? Tout à l'heure, je disais que ce genre de compétition-là consume mentalement les joueurs, mentalement les équipes, et des fois même ça divise, ça sépare, ça détruit les équipes, ça détruit l'organisation, parce que on se découvre face à ce genre de situation-là. Moi, je n'avais jamais perdu 5 matchs et chaque fois, c'était la même routine. Quand je rentrais en chambre, je me posais les mêmes questions. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Surtout un match contre le club africain où on en sort avec beaucoup de regrets. C'est vrai, il y a des enseignements, mais il y a beaucoup quand même de regrets parce que c'est un match pivot. C'est ce match-là qui nous aurait sûrement permis de passer dans une autre dimension. Malheureusement, on le perd, mais il ne faut pas cesser de positiver. Franchement, ça doit être un peu notre carburant dans le sport de haut niveau. Le sport de haut niveau, autant il est exigeant, autant il demande beaucoup de résilience, beaucoup de bonne attitude face aux situations qui nous arrivent. Il y a des éléments qu'on contrôle logiquement, mais il y en a d'autres qu'on ne contrôle pas. Voilà, donc moi j'ai essayé de positiver au mieux. Voilà, arriver à la Basketball Africa League ne s'est pas fait par hasard. On a dû être champion, passer le Rotobal, passer l'Elite 16, tout ça. Donc c'est avec un peu ce genre de souvenirs là que je me motivais, que je me disais qu'on valait quelque chose. On méritait notre place là-bas. Mais cette situation-là, c'est notre préparation qui nous a... Voilà, c'est notre préparation qui nous a vraiment fait défaut. Et puis, c'est beaucoup de choses. Mais la préparation et ce cordon-là entre les joueurs qui arrivent, qui
qui sont supposés venir nous renforcer et les joueurs locaux. Je pense que ça n'a pas été bien géré et malheureusement, c'est ce qui nous fait faire ce genre de résultats-là. Mais bon, on continue de travailler, on continue de se motiver, on continue de croire qu'on est là, on est dans un processus. Comme le joueur NBA Giannis Antetokounmpo le disait, c'est pas un échec, voilà, c'est un chemin. Tu vois, on continue d'apprendre, on continue d'évoluer, de progresser. Sur ton chemin, il y a des obstacles, des fois qui te ralentissent, qui font que tu t'arrêtes. Mais voilà, il y a 3 à 4 semaines, j'étais vraiment blessé au genou, j'arrivais à peine à marcher. Aujourd'hui, je continue de courir, j'ai joué 2 matchs d'affilée le week-end là. Donc voilà, c'est beaucoup d'apprentissage, beaucoup de leçons et c'est ce qui fait qu'on devient de plus en plus fort. La Basketball Africa League, vous êtes concerné, hein, on parle d'évolution du format, passer une ligue privée. Clara Kamanzi a récemment affirmé que ça pourrait être 10 équipes permanentes, 2 spots, enfin ils sont en réflexion. Vous voyez ça comment, vous, cette évolution? Est-ce que vous pensez pas qu'elle va tuer le projet un peu quelque part, ou au final c'est le processus normal d'évolution de la compétition et ça sera à vous en tant que club, institution, machin, d'aller, s'il faut passer par des road to BAL où il y a 2 spots, d'y aller d'y aller. Comment vous vivez ça, vous? Moi, je pense que tout dépend du projet de la BL. Ils ont leur projet, ils ont leur vision, tout dépend de leur vision. Et s'ils pensent que avoir une ligue fermée avec 10 équipes, tout ce qui va avec, parce que c'est pas forcément donné financièrement. Et voilà. Si c'est ça, je sais pas. Peut-être que FIBA Afrique verra aussi comment pallier à ce truc. Parce que ce n'est pas toutes les équipes qui pourront participer. Déjà, même que ce n'est pas toutes les équipes qui peuvent participer à ce format-là. Après, avec les 10 équipes avec la ligue fermée, ça ne va pas forcément être facile pour les équipes africaines, les autres équipes africaines. Mais bon, on verra. Tout problème, il faut trouver une solution. Je pense qu'ils vont trouver une solution pour pouvoir aider le basketball africain à pouvoir se développer. Et toi? C'est la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas meilleure opportunité pour un joueur africain d'évoluer d'évoluer au sein de cette compétition-là. Franchement, et depuis 3, 4, 5 années, ça a développé carrément le basket africain. Aujourd'hui, les joueurs se sentent plus valorisés, les joueurs ont des objectifs plus dynamiques. Quand tu commences à t'entraîner en novembre, tu sais que potentiellement en mars ou en avril, tu peux être sous les feux des projecteurs, tu peux être vu à la télé, tout ça. Franchement, c'est motivant. Et je pense que de toute façon, la présence d'une ligue comme la Basketball Africa League en Afrique actuellement, elle est essentielle pour le développement du basket africain en griffe parce que ça fait aussi venir des joueurs étrangers, des joueurs internationaux, des Américains, des Espagnols, des Serbes. Et je pense qu'à la fin de la journée, les joueurs africains doivent vraiment prendre conscience de ce genre d'opportunités-là qu'ils ont et continuer de travailler. Pour vous rassurer, quand on a reçu le président, on lui a posé la question et il nous a dit, pour le citer, pour ne pas que ses propos soient mal interprétés, que c'était des opportunités qu'il regardait. C'est tout ce qu'il a dit. Donc, je suppose qu'il y a des réflexions aussi qui sont faites, parce que la JCA, c'est un projet qui est mis en place, et donc avec une ambition, et de ce qu'on a cru comprendre de lui, c'est quelqu'un qui se donne les moyens de ses ambitions, donc il y a forcément des réflexions qui sont faites. Effectivement, il faudra voir ce qui sera mis en place, parce qu'à ce stade, il y a beaucoup trop d'informations et de contre-informations qui circulent, donc il faut voir ce qui sera arrêté, et peut-être qu'à ce moment-là, ça sera beaucoup plus facile au final de savoir ce qui est possible ou ne l'est pas. La Basketball Africa League a été une belle expérience qui a généré des problèmes, des blessures. Il y a des blessés, il y a plein de joueurs qui ont été blessés. Babatunde avait des béquilles lors de la finale de la Coupe nationale et une petite mine parce qu'il n'a pas joué. Pour parler du basketball ivoirien, donc la saison en cours, là, dans quel état d'esprit est-ce que vous étiez avant la finale de la Coupe nationale? En prenant en compte justement tout ça, comment vous avez abordé le match et sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-ce que vous êtes satisfaits tous les deux de la performance de l'équipe? Déjà, avant de répondre à ta question, moi je voulais rebondir un peu sur la précédente, deux questions précédentes. On passe effectivement d'une équipe qui gagnait
Donc il a gagné presque tous ses matchs, champion de Côte d'Ivoire, Coupe nationale, Road to BL, Elite 16, a gagné tous ses matchs. À une équipe qui a perdu tous ses 5 matchs. Comment tu gères ça? C'est s'accrocher aux choses positives. Tu n'as pas le temps de te morfondre, tu n'as pas le temps de pleurer. Parce qu'il y a des échéances chaque jour ou chaque 2 jours. Mais il faut que tu t'accroches au positif, à capitaliser dessus, et puis à entrevoir le futur vraiment sous le soleil. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu finis cet enchaînement de défaites par rapport à une compétition bien précise, et que tu reviens au pays, et que tu dois jouer la finale de la Coupe nationale, comme je disais, tu t'accroches aux choses positives. Face à une équipe qui maintenant, elle veut vous battre parce que vous êtes l'équipe qui Exactement. d'arriver de la... L'équipe à battre et l'équipe qui vient d'arriver de la balle. Et c'est l'équipe à qui on doit montrer que oui, si j'ai bien joué la balle, mais ici c'est la Côte d'Ivoire. Tu vois ce que je veux dire? Bon retour chez vous et on va vous battre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, s'accrocher aux choses positives, ne pas s'attarder sur les choses négatives, c'est vrai. Regarder ce qui n'a pas marché dans les choses négatives là, ne pas s'attarder dessus, et puis tout de suite là, penser aux choses positives, capitaliser sur l'expérience que tu as eue pour pouvoir remporter ce genre de match. C'est ce qu'on a fait. L'échelle de 1 à 10, bon, moi c'est 10/10, on a été vainqueur de la Coupe nationale. Il n'y a pas d'autres commentaires. Il n'y a pas d'autres commentaires sur la note, c'est 10/10. Tu es vainqueur de la Coupe, point barre. Tout ce qui est autour et ce qui est autour, c'est pas ce qui est important. Le plus important, c'est que tu as atteint l'objectif. La principale qui vous vous attendiez à ce type d'adversité face à cette équipe de Laza? Oui, bien sûr. Une finale, c'est une finale. Hein. Voilà, il n'y a pas de petit match en finale. Effectivement, pour revenir sur ce que le coach disait tout à l'heure, quand tu reviens d'une compétition, tu as subi 5 défaites d'affilée, ça change tout de suite le contexte. Et la pression, elle monte encore plus. Je pense que si on revenait avec un résultat différent, on aurait géré les choses différemment. Voilà, donc mentalement, c'est lourd à supporter pour tout le monde. La pression est de mise, mais une finale, elle se gagne. C'est ce qu'on a réussi à faire. Et tout de suite, on a remis les draps à plat. Tout est réparti de bon pied. Parce qu'on a tendance à penser souvent que dans le basketball ivoirien, il n'y a que 2 équipes, parce que ce sont les 2 dont on entend parler, la JCA et ABC. Mais il y a quelque chose qui frappe cette saison, quand on regarde la saison de manière globale, vous avez perdu contre Laza en championnat au retour. L'ABC s'est fait sortir en Coupe nationale par l'Azur. Finalement, cette équipe de Azur, elle est sortie par la SOA. La SOA qui était en difficulté. Exactement. Vous, sur votre match de quart de finale de play-off, on se dit ça va passer comme une lettre à la poste. En première mi-temps, vous êtes challengé de fou. Ouais. Sur le deuxième match, vous êtes challengé aussi. L'écart entre les équipes, il n'est pas si grand que ce qu'on peut penser quand on regarde ça de loin. Vous allez jouer Hypersonic en demi-finale des playoffs qui, de mon point de vue, à la surprise générale, a sorti cette équipe de Laza. Comment est-ce que vous abordez ce match? On l'aborde comme un match de la BL. Hein. Bien sûr, un match de basket, c'est un match de basket. Il ne faut jamais négliger un match de basket. Il ne faut jamais négliger l'adversaire. Surtout quand cet adversaire était peut-être pas attendu à ce niveau-là. Naïvement, en tout cas, à ce niveau-là, oui. Moi, je sous-estime aucun adversaire. Mais franchement, aucun. Donc, si tu le fais, c'est que tu n'as pas compris le sport de haut niveau. Parce que le sport de haut niveau, un tocard peut devenir après le fantôme. Donc, et malheureusement, quand tu sous-estimes une équipe, tu baisses tes standards. Et quand tu baisses tes standards, tu ne t'entraînes pas comme il faut, tu n'es pas concentré comme il faut, et après, tu perds. Donc, ce sont les demi-finales du championnat. Dans le mot demi-finale, c'est un mot composé, il y a finale. Donc, tous les matchs se jouent comme des finales. Il n'y a aucun match à négliger. Hypersonic, c'est une équipe que moi je respecte,
Ils ont de très bons joueurs. Ils ont un président qui a des ambitions. Donc, pour nous, jouer cette demi-finale-là, c'est défendre notre titre. Et donc, il faut qu'on le fasse dans la plus belle des manières. Tu avais une analyse assez juste sur cette équipe justement d'Hypersonic, où tu prenais un peu poste par poste. Ces informations-là sont transmises à tes coéquipiers, je présume, tu connais la machine et tout le reste. À quel type de match est-ce que tu t'attends? À quel type de confrontation est-ce que tu t'attends sur cette double confrontation à minima? Ça sera pour moi une confrontation très dynamique. Voilà, ils vont arriver avec beaucoup de haine, beaucoup de volonté de nous titiller au maximum possible. Après, ça dépendra de nous, ça dépendra de comment on voudra jouer ce match-là. Je pense qu'il faudra arriver avec le maximum de concentration possible. Une demi-finale, c'est une demi-finale. Il n'y a pas de temps d'adaptation. Il faut arriver tout de suite concentré, discipliné. Il faut arriver tout de suite fort. Il faut sauter sur les premières balles. Il faut vouloir faire la première action. Mais surtout, il faut rester concentré. Parce qu'une petite seconde de déconcentration, comme on l'a vu en cas de finale, et tu laisses l'adversaire prendre de l'avance, après c'est compliqué de revenir. Il y a tout ce qui peut arriver, le public, les supporters, voilà. Donc mentalement, il va falloir bien le gérer, commencer très concentré, discipliné. Et je pense que franchement, on a une philosophie de jeu qui peut nous permettre de gagner ces deux matchs-là sans problème. D'où je me dis, JCA Hypersonic, ABC SOA, la meilleure finale qu'on puisse avoir, c'est JCA ABC. Ça, c'est d'où moi je suis. Je ne joue pas, je suis assis tranquillement. Et j'avoue que je suis très confortable là où je suis. Est-ce que c'est le genre de pensée qui peut vous traverser l'esprit à un moment où c'est le genre de réflexion à surtout pas éviter à ce moment-là? Chacun son combat et on verra ce qu'on verra au moment où il faudra voir. Exactement. Chacun son combat, chacun ses problèmes. Match après match. Voilà. C'est ça. Comme on vient de le dire, match après match. Nous, on dit, ah oui, on va être champion. Non. On a un match le jeudi et deux matchs, jeudi et vendredi. On ne sait même pas ce que Dieu nous réserve. Donc, concentrons-nous sur le match du jeudi. Essayons de le gagner. On essaie toujours de faire quelque chose et puis on le réussit ou pas. Essayons de le gagner. Ensuite, on a un match le vendredi. On va encore essayer de le gagner. Si on a un match le samedi, On va essayer de le gagner. exactement. Et on passera à la prochaine étape. Oui, Et à ce moment-là, vous verrez qui est en face. Exactement. Je suis pas un divin, je ne suis pas un charlatan. Moi, tout ce que je sais, c'est que le travail, la discipline sont deux choses qui t'envoient le plus loin possible. Quel que soit ton niveau d'exigence ou ton niveau d'intensité de travail, si tu es indiscipliné ou que tu n'es pas discipliné, tu ne marcheras jamais. Et dans les moments difficiles, c'est la discipline qui fait la différence entre les groupes. Gestion des détails et la discipline. Voilà. Donc, je pense que c'est cet état d'esprit-là, c'est l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Essayer de gérer les détails au maximum et puis essayer d'être le plus discipliné possible. Un de nos grands combats avec le projet de Jolo Sport, ou en tout cas l'une des choses qui nous guide dans ce qu'on essaie de mettre en place, c'est évidemment de contribuer, et je dis bien contribuer parce qu'on ne pourra pas le faire tout seul, chacun doit faire quelque chose, c'est de contribuer à la mise en valeur et à la promotion du sport africain. Et bon, on est ivoirien, donc on ne va pas commencer au Burkina, on commence chez nous. Et donc, dans ce processus de mise en lumière-là, au-delà des actions que nous posons, on essaie de réfléchir un peu. Parce que, bon, et l'une des choses qui me frappe le plus, c'est que j'ai souvent l'impression qu'on a du mal à valoriser ce qui se fait chez nous. Je prends un exemple. Là, de base, si je ferme les yeux et que j'essaie de transposer les choses dans un autre environnement, je dirais que j'ai peut-être en face de moi Kobe, père à son âme, et LeBron. Quelque chose comme ça. Et donc, ça veut dire que dans un autre environnement que le nôtre, certaines valorisations, certaines actions auraient été menées différemment. Vous avez été... j'arrive même plus à compter. Je me suis arrêté à 20. Champion de... De Côte d'Ivoire. Ouais, champion de Côte d'Ivoire. Voilà, je me suis arrêté à 20. Tu vois. Même en enlevant un dessus, il en reste encore beaucoup. Donc, champion de Côte d'Ivoire, premier joueur, premier Africain à participer à la Basketball Africa League en tant que joueur et en tant qu'entraîneur.
quand on le dit comme ça, on se dit, oh, ça vaut ce que ça vaut. Il ne faut pas le minimiser du tout parce que je dis bien que dans un autre contexte, ce serait mis beaucoup plus haut. C'est limite la balle qui a fait la communication à la hauteur de ce que ça représente. Exactement. Donc je vais m'arrêter là pour vous, sinon on va pas y arriver. Combien de fois champion de Côte d'Ivoire? 8 fois. 8 fois champion de Côte d'Ivoire. Partir du cocon, ok, arriver à la JCA, porter ce projet-là, meilleur joueur du championnat, champion de Côte d'Ivoire. Je transpose dans un autre environnement, l'histoire elle est incroyable. C'est quoi le problème concrètement? Vous avez cumulé une bonne trentaine d'années d'expérience dans le basketball ivoirien. C'est quoi le problème en fait c'est quoi le problème? Ma question est déjà longue, mais et je veux pas vous mettre dans l'embarras, je précise. C'est pas l'objectif, mais à un moment pour que les choses bougent, il faudra peut-être les nommer, sans frustrer qui que ce soit, mais j'arrive pas à comprendre. C'est le manque de reconnaissance. Tout simplement. Comment vous vivez ça, vous? Ouf, moi je suis tranquille. Hein. Est-ce qu'à un moment de votre parcours, ça vous a frustré? Non, moi j'ai aucune frustration. Moi j'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Je veux pas aussi que quelqu'un me rende des comptes. Moi j'essaie d'être le meilleur dans tout ce que j'entreprends. Je me donne la chance de pouvoir travailler, mais à 1000% dans ce que je fais. J'aime ce sport comme je m'aime, on va dire ça comme ça. Et je ne fais pas pour quelqu'un, je fais pour moi-même. Donc quand il y a les résultats, c'est pour moi-même. Okay. Si les résultats me satisfassent, ça me satisfasse. Alors, je vous avoue, à ce moment-là, dommage, on est en direct, j'ai pas la réponse, mais on va garder ça. Je suis satisfait. Je suis satisfait de mes résultats par rapport au travail que j'ai pu effectuer. C'est le plus important. Après, comme on dit. Oui, mais je sais, mais il y a l'ego du champion, il y a. Au fait, je sois nul. Et cet adage-là, en fait, ça se vérifie. Ouais, prend toute sa valeur. Année après année. C'est comme ça. Et je vis avec parce que, en fait, comme je dis, tout ce qui m'importe, moi, c'est le travail et les résultats. Le reste, là, ça appartient à Dieu. Est-ce que aujourd'hui, en tant que joueur, vous pourrez répondre, est-ce que vous avez par exemple un syndicat des joueurs? Est-ce que ce n'est pas des initiatives Carton qui... rouge. Carton rouge. Carton à ce rouge. point-là? Oui, carton rouge. L'environnement social n'arrange pas le syndicat des joueurs. Carton rouge. Mais en théorie, et je dis bien en théorie, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait aider? Moi, j'ai essayé. Hein. On a essayé. J'essaie avec le capitaine d'alors de même créer une association, même pas un syndicat. Une association. Oui, parce que syndicat, effectivement, ça peut être... Voilà. Comme on dit syndicat déjà. Ouais, on voit un peu la virulence, le conflit. Ouais. Le conflit. On a essayé de faire l'association des joueurs. Ça n'a pas marché, ça ne peut jamais marcher. J'ai l'environnement social du basketball ne favorise pas même l'association des joueurs. Il y a trop de paramètres à gérer, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Est-ce que le basketball ici en Côte d'Ivoire, bon, j'ai déjà la réponse, je vais essayer de la préciser un peu. Moi j'ai plus joueur. Oui, bien sûr. Mais quand j'étais joueur, oui, bien sûr, on a pensé à ça, on a pensé au statut, on a fait des réunions, mais ça n'a pas marché. Ça peut pas marcher. Et vous pensez quelques années plus tard que ça peut toujours pas marcher? Mais c'est pareil, tant que l'environnement social du basketball ivoirien ne change pas, ça ne va jamais marcher. Est-ce qu'aujourd'hui, en l'état, vu le fonctionnement de la chose, est-ce que le basketball, dans votre cas de figure, parce que vous ne pouvez pas parler pour les autres et que c'est d'autres clubs, c'est d'autres environnements, est-ce que le basketball nourrit son homme? Ça dépend du cadre dans lequel tu te trouves. Relatif. Si tu as quelqu'un qui n'arrive pas à avoir 20 000 francs peut-être par mois, tu vois ce que je dis, et qui se retrouve à avoir 50 000, 100 000 francs pour le basket, il fallait que ça nourrisse son homme. Donc, je dis à quelqu'un qui touche déjà 500 000 ailleurs et qui vient pratiquer sa passion et qui touche encore 300 000, 800 000, il va dire que bon, ça c'est un peu de beurre dans les épinards. J'adore. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tout est contextuel. Bien sûr. Tout est contextuel. C'est vraiment relatif.
quelqu'un qui joue en Angola va te dire que c'est que tu gagnes en Côte d'Ivoire, mais C'est pas grand-chose, effectivement. C'est ça. Quelqu'un qui joue en Tunisie. Vous avez qui joue connu l'Égypte. En Égypte, bien sûr. Quelqu'un qui joue, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais, n'oublions pas que les clubs ivoiriens font beaucoup d'efforts. Ok, oui, bien sûr, Énormément. bien sûr. Ils font énormément d'efforts. Énormément. Aujourd'hui, ils payent des joueurs, ils montent les salaires. C'est vraiment beaucoup d'efforts. Et puis il y a des initiatives comme celle du président qui arrive avec une vision, qui essaie de mettre les choses en Exactement. place. Mais ça a évolué. Mais ça, moi, je l'ai dit, aujourd'hui, tu as une base salariale qui n'a rien à voir avec il y a 10 ans. Mais ça n'a rien à voir. Moi, il y a des gens qui touchent des salaires aujourd'hui que moi, je n'ai jamais touché quand je jouais. Ici. Ben oui. Ok. Pourtant, sans vraiment frustrer quelqu'un, j'avais quand même un niveau supérieur à Bien sûr. ce niveau-là. Mais ils ont plus d'argent que moi tu vois ce que je dis quand je jouais. Les conditions d'entraînement. C'est contextuel. C'est l'environnement, ce sont les années qui passent, la vie évolue, l'inflation, c'est normal. Mais oui, un 500 000 il y a 10 ans n'est pas... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pareil. Donc aujourd'hui, un gars qui touchait 500 000 il y a 10 ans, aujourd'hui c'est un gars qui touche 1 million. Oui, ou même En peut-être termes de plus. niveau de Oui, vie, bien sûr, tu vois bien ce que sûr. je veux Oui, dire? bien sûr. C'est pratiquement pareil. Parce qu'aujourd'hui, un gars touche 1 million, il dit il touche 1 million, mais avec l'inflation, avec Oui, le bah niveau de oui, vie qui c'est évolue, déjà le flux de loyer et le tout gars, le reste. voilà, le gars, il s'en sort presque pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais, comme je dis, n'oublions pas que les présidents des clubs en Côte d'Ivoire ils font beaucoup d'efforts. Franchement, ça, c'est à saluer. Big respect pour eux. Ils font beaucoup, beaucoup d'efforts pour pouvoir mettre à niveau les salaires pour que les joueurs puissent être vraiment à l'aise. Aujourd'hui, les clubs inscrivent des joueurs dans les salles de muscu. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, il n'y avait même pas de salles de muscu. Aujourd'hui, il y a une panoplie de salles de musculation. Tu vois, tout, ça revient au contexte. C'est vraiment différent. Donc, disant que le basket nourrit son nom, c'est vraiment... C'est relatif. C'est subjectif. Il y a des fois sur certains matchs, et il y a du public. Est-ce que c'est le genre sur les grosses affiches, hein, évidemment, ou les événements, par exemple la Coupe nationale, il y avait du public, et c'était un public qui avait payé pour être là, donc bon. Est-ce que c'est le genre de truc où tu te dis, bon, on n'est peut-être pas là où on veut être, mais comme il a dit le coach, il y a 10 ans, il n'y avait pas ce qui se passe aujourd'hui, donc peut-être que ça ne sera pas pour vous, mais dans 10 ans, par exemple, tu regarderas le Palais des Sports plein et tu te diras, bon, bah, d'accord, on a été une étape intermédiaire, et comment tu juges ça? C'est clair. Hein, En tant que joueur, Mhm. on a besoin de tout ce truc-là, on est beaucoup plus galvanisé. Comment tu le vis, toi? Effectivement, ça a son sens. Hein. Franchement, les supporters au sport sont essentiels au développement de ce sport-là, peu importe le sport. Et franchement, moi, je l'espère. On l'espère tous. On espère que le Palais des Sports soit quasi plein chaque week-end, chaque match, chaque compétition. Mais je dirais que c'est au club aussi de faire beaucoup de communication dans ce sens-là. Voilà, tout part du club, comment le club est organisé, comment le club se discipline, comment le club fidélise les joueurs à travers des campagnes de communication sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, franchement, sont un pan de communication très, très essentiel dans la vie d'un club. Donc, il y a les pages TikTok, Instagram, Facebook. Il y a des interactions qu'il peut avoir entre les joueurs et les supporters, tout ça. Mais je pense que tout part du club, comment le club est structuré, organisé, comment ce club s'organise avec les supporters pour que si aujourd'hui la JCA fait venir ses supporters et que Azur, par exemple, voit comment ça a été fait, la semaine prochaine, ça peut être Azur, la SOA, l'ABC, et puis chacun va y mettre du sien pour que à la fin, ça profite au maximum au basket et aux joueurs, parce que qui dit supporter, qui dit compétition, rivalité, comme ça, ça a eu lieu dans les années 80-90 avec la SEC et l'Africa, dans les années 2000, même tout ça. Donc je pense que c'est ce qu'on souhaite, on l'espère vraiment, moi je l'espère vraiment, et j'espère que dans 5-10 ans, je pourrais dire que ça a commencé par nous, voilà comment c'est arrivé, voilà, voici. La sélection nationale, parce qu'évidemment on ne pourrait pas ne pas en parler, est-ce que c'est la next step pour vous? Et je précise que dans cet échange, j'ai oublié de le dire au départ, il n'y a pas de joker. Les jokers n'existent pas, c'est des questions et des réponses. Est-ce que c'est la next step? Pas la minute, mais le compétiteur que vous êtes.
Vous savez, pour avoir, pour moi, pour avoir un public dans le championnat local, il faut qu'il y ait des rivalités. Des rivalités saines, comme on disait. Avant, il y avait la SEC Africa qui avait cette rivalité qui faisait que les terrains étaient bondés. Et les mêmes supporters de football venaient au terrain pour regarder le basket et tout, parce qu'il y avait cette rivalité, ils s'en foutaient de la discipline. Et c'était la rivalité. Point barre. SEC joue, Africa doit battre SEC, SEC doit battre Africa. Point barre, tu vois. C'était ça. Et comme on disait, ah oui, avant il y avait le monde, aujourd'hui il n'y a pas vraiment du monde au palais, tout ça, machin. Mais après, les contextes sont différents. Comme je disais tantôt, les contextes sont différents. Aujourd'hui, le contexte social et environnemental fait que les gens ne s'adonnent pas forcément au sport. Les gens ne s'intéressent pas forcément au sport. Ils s'intéressent au sport lorsqu'il y a une hype. Lorsque c'est, en fait, le sport est devenu un effet de mode. Un effet de mode, en fait. Tu vois ce que je dis? Donc, on supporte pour la mode. Tu vois? Les éléphants jouent, il faut que j'ai mon maillot, il faut que je sois dans le mood. Tu vois ce que je dis? C'est ça. Tout ça pour dire que Joker. Vous avez vu comment il a noyé, je le sentais arriver. Mais vous allez quand même y retourner, en tout cas, vous, c'est sûr. Comment on aborde ces 3 matchs-là au Sénégal? Non, je pense que déjà pour la fenêtre de février, c'était vraiment formidable. On avait un très très bon groupe. Le groupe vivait bien. On a un très bon coach. On a un bon staff. Le président de la fédération fait main sur pied pour que cette équipe-là puisse être la meilleure équipe possible. Pour pouvoir glaner des lauriers, gagner des matchs. Donc ça s'est fait en février. Je pense que la deuxième fenêtre est en train de se préparer. Le président aussi fait main sur pied pour que ça se prépare de la plus bonne des manières possibles. Là, on est en phase de faire la liste de la présélection. Momo, tu fais des séances d'appel, de lobbying Non, c'est pas ça. Après, il faut regarder les joueurs blessés, il faut regarder les joueurs disponibles, les joueurs en forme, pas disponibles. Donc la présélection vient avec ce lot de calculs là. De calculs là. Et après, je pense que le coach aura ses décisions à prendre par rapport aux présélectionnés. Et puis, on aura forcément des stages. On aura des stages pour pouvoir avoir l'équipe type ou l'équipe en forme du moment pour pouvoir participer à cette deuxième fenêtre qui s'annonce très palpitante. Encore au Sénégal. Donc, je pense que le Sénégal n'a pas digéré la défaite de février. Il veut se rattraper. Donc, ça va être, je pense pour moi, l'une des fenêtres les plus difficiles. Ça a été exceptionnel pour toi de vivre cette expérience-là, la sélection nationale. Je suppose que tu avais cette fenêtre de juillet en tête, que ça allait arriver et tout. Quand on a une liste qui arrive comme ça, évidemment, je pense qu'au basket, vous avez moins de sélectionneurs qu'au foot, mais n'empêche que, voilà, on a une petite pression. Il y a une anxiété où, en vrai, il y a encore le championnat et tu n'as pas forcément le temps de te projeter sur ça. Je l'ai dans un coin de ma tête, mais c'est pas plus stressant que ça. Voilà, je pense que c'est les résultats ici, dans le championnat ici, qui m'ont permis d'être appelé en février dernier. Et Dieu merci, ça s'est bien passé, tout s'est très bien passé là-bas. Je l'ai vécu personnellement avec beaucoup d'enthousiasme. C'était un lot d'expérience, franchement beaucoup d'expérience, parce que quand sur une semaine et demie, 2 semaines, tu as la possibilité de jouer avec des joueurs qui évoluent dans les grands championnats européens, toi qui évolues ici, c'est beaucoup d'enseignements à prendre, beaucoup d'enseignements à tirer. Donc franchement, ça s'est très bien passé, je rends grâce à Dieu. Ici, actuellement, on est concentré sur le championnat ivoirien de basket et je pense que les résultats ici nous permettront, si Dieu le veut, de faire partie de cette échéance en juillet prochain au Sénégal encore. Et donc, je ferai tout sur le terrain pour être le plus performant possible, aider mon équipe à être champion de Côte d'Ivoire encore et me donner toutes les chances de faire partie de cette aventure en juillet prochain au Sénégal. En tout cas, je pense que certains membres du staff ont vu ta performance sur le match 1 du quart de finale, le play-off. Je pense qu'il y en a qui étaient là, je pense.
Je pense qu'il y en a qui étaient là. Vous avez dit dans une interview il n'y a pas longtemps que le joueur professionnel, c'était celui qui s'entraînait en dehors des entraînements classiques. Ouais. C'était l'idée, hein, je paraphrase un peu. Est-ce que vos joueurs sont professionnels? Est-ce que les joueurs de la JC King sont professionnels? Selon votre définition. Si je prends ma définition et que je jette un regard global sur la jeune du championnat ivoirien, je pense que de ma position, il n'y en a pas beaucoup que je vais qualifier de professionnels. Et comment vous faites pour envoyer votre groupe à vous? Est-ce que c'est un message qui est transmis quotidiennement? Oui, quotidiennement, Il est reçu? la meilleure manière d'évoluer en tant que joueur, c'est le travail personnel. C'est comme à l'école, la meilleure manière d'évoluer, c'est de travailler à la maison, faire ses devoirs à la maison. Si tu as le luxe d'avoir un maître de maison ou un professeur qui te prend à la maison, ben, tu avances plus que les autres. Ça, soit tu prends le professeur pour réduire tes lacunes, donc en réduisant tes lacunes, tu progresses. Voilà, donc, soit tu le prends aussi pour augmenter tes chances de pouvoir aussi progresser, même si tu n'as pas de lacunes, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pareil, donc tu t'entraînes personnellement pour diminuer tes faiblesses, augmenter tes forces. C'est très simple. Donc un joueur professionnel, c'est pas forcément que dans l'entraînement, c'est dans l'état d'esprit. C'est dans l'état d'esprit. Donc dans l'état d'esprit, tu as l'entraînement, tu as la discipline, tu peux t'entraîner comme tu veux, tu peux être performant. Le plus performant de la terre, mais tu n'es pas discipliné, tu ne vas pas être un bon joueur. Bien sûr. Et donc, sur ces belles paroles, et franchement, je savais qu'on allait avoir un échange intéressant parce qu'il y avait beaucoup de sujets à aborder avec vous. Il y a l'actu du championnat, il y a la Basketball Africa League, donc c'était forcément aussi intéressant que je l'aurais imaginé. On finit toujours par un petit jeu, des questions faciles, pas de joker, parce que le joker a déjà été pris par le coach. Je dis ça, je dis rien. Donc, je vais vous demander, et c'est les mêmes questions pour vous deux, donc vous pourrez répondre l'un après l'autre en fonction de qui le sent le premier. Entre gagner l'Afro-Basket avec la Côte d'Ivoire ou la Basketball avec la JCA? L'Afro-Basket. L'Afro-Basket. Qu'est-ce que vous échangeriez dans ce que vous avez déjà gagné dans votre carrière aujourd'hui pour jouer devant un palais de la culture plein tous les week-ends? Palais des sports. Palais des sports, pardon. Palais des sports plein tous les week-ends. Yeah. La meilleure salle où vous ayez évolué? La meilleure salle là. Ouais. Ouh, Coupe du Monde 2010, Côte d'Ivoire, Turquie. En Turquie. Ce public, il est Ah, particulier. Attends, je te raconte une anecdote. Moi, contre la Turquie, je crois, je sais pas, c'est 12 000 places, la salle à Ankara. Entre deux, on commence le match, entre deux. La Turquie prend le ballon. Il marque. On engage. On ne s'entend plus. Toi et moi, on est là comme ça sur le terrain. Je vais te donner des consignes, tu ne m'entends pas. Mais imagine comment ces 12 000 personnes-là sifflaient. Oui, parce que c'est ce qu'ils font en fait. Ils sifflaient. Mais imagine dans un terrain de foot qui est plus ou moins ouvert. Ils sifflent ce que ça fait. Maintenant, imagine dans une salle fermée. Et il sifflait. On a plié quoi, 18-0 ou 15-0. Mais en fait, quand on a marqué le premier panier, c'est comme si on était délivré d'un supplice. D'un supplice. Mais c'est terrible. C'est terrible. Non, mais je n'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais. Mais en fait, tu criais pour parler à ton coéquipier, il pensait que tu lui criais dessus. Mais il s'énervait tout de suite. Mais c'était terrible. Donc franchement, c'est ce match avec la salle et ce public. L'environnement. Imagine comment les Turcs sifflent. J'imagine, oui. Pou. J'imagine. Et toi? Donc, voilà. ABC AS Douane 2023, Basketball Africa League, match d'ouverture contre le Sénégal. On joue à Dakar Arena, 20 000 places, quasi plein. Franchement, c'était ouf. Vous êtes plutôt tir à 3 points ou lay-up? Lay-up. Alors ça s'est vu. Hein. Lay-up. Pourquoi? Pourquoi?
L'offre est 100%, tu as 3 points, c'est 30 à 40%. Pour vous, c'est qui le GOAT du basket africain? Waouh! Allez, je vais être gentil, je vais vous faire un top 3 Non, pour moi, tu sais, c'est générationnel. de votre génération. Alors, Ah, de ma génération. Oui. C'est quoi ma génération? that's the point. Moi j'ai joué avec 4 générations. Donc, tu vois que c'est La compliqué. génération de départ. De départ africain. Vous voulez jouer avec Miguel Mutanda. Je pense que pour moi, c'était lui le coach. Tu as un joueur qui gagne pratiquement 8 Afro-Basket. Quand je jouais, il était en fin de carrière, mais il avait déjà gagné, je pense, donc 8 Afro-Basket. MVP des finales des Afro-Basket. Et qui gagne pratiquement chaque année la Coupe d'Afrique des clubs champions en son temps. Et qui était aussi très souvent MVP. Ça fait beaucoup, ouais. Ne rentre pas dans les émotions. Ouais. C'est objectif, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est le but, hein. C'est le but. Ouais. C'est le but. Factuellement, ça se tient. Quand moi j'ai arrivé là, c'était. Maintenant, après, tu laisses. Parce que lui, Mikel Ndonda, je pense que c'était la génération des Blaise Amalabian, des Toili Guissège, tu vois, des Aou Bakayoko. Donc quand on venait, c'était eux les côtes. Maintenant, quand on est arrivé là, notre génération, c'était les Angolais. Quand moi j'étais là encore, Carlos Moraes n'était pas encore. Ce qu'il est devenu voilà, il était par un la peu, suite. il était encore un peu plus jeune, tu vois. Mais c'était toujours les Angolais. C'était eux les rois d'Afrique. On peut pas prendre un GOAT africain Sans le. sans des gens qui ne gagnent pas, quoi, en fait. Bien sûr. Des vraies compétitions. Pour moi, après lui, tu as Cipriano aussi. Qui a gagné aussi avec nous aussi. Hein. Il a gagné des Coupes d'Afrique des clubs champions, championnat d'Afrique, Afro Basket, qui jouait les Coupes du Monde, qui jouait les Jeux Olympiques. Pratiquement, c'était la seule équipe qui représentait l'Afrique avant. Dans ces compétitions. Donc voilà. Et toi? Bon, c'est relativement différent. Hein. C'est pas la même chose. Le coach, lui, il a connu notre époque. C'est un ancien. C'est ça en fait. Respectez les anciens. Il a joué une autre époque. Il a joué avec des gens Bien sûr. que j'ai connus, mais bon, vite fait comme ça, quoi. Voilà. C'est quasiment 12 ans d'âge d'écart, hein, donc c'est beaucoup. Mais moi, je dirais plutôt, je parlais de GOAT par rapport à l'impact qu'ils ont eu sur ma personne. Franchement, en termes d'impact, je mettrai en première position le monsieur ici à ma droite, Stéphane Konaté. Merci, monsieur. Et en deuxième, c'est ça aussi, un Ivoirien, Solo Diabaté, avec qui j'ai pas joué, avec qui j'ai pas eu la chance de jouer, mais que j'ai vu ici à Abidjan, à l'Afro Basket. Et en troisième position, Carlos Moraes, parce que lui aussi, je l'ai vu jouer et il a eu beaucoup d'impact sur moi. Je me souviens du quart de finale Côte d'Ivoire-Angola, ou la demi-finale Afro Basket ici. J'allais supporter, franchement, la Côte d'Ivoire, Stéphane Konaté, Solo Diabaté, Eddie Guy, tout ça. Mais j'ai vu ce jour-là un joueur que j'avais jamais vu, Carlos Moraes, qui nous a beaucoup fatigués. Et franchement, en termes d'impact sur moi en tant que joueur, c'est ces trois joueurs-là que je citerai. Et si vous pouviez changer quelque chose aujourd'hui dans votre parcours, ce serait quoi? Si je devais changer quelque chose dans mon parcours, ben, pas changer, mais je pense que si moi j'avais eu l'opportunité que les jeunes aujourd'hui ont avec les camps de basket, avec les réseaux sociaux, avec la visibilité, peut-être que mon parcours aurait changé. Juste ça. Parce que ce que nous on faisait là, s'il y avait les réseaux sociaux, je pense pas tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Juste ça. Mais sinon, Dieu te donne le parcours que tu mérites. Bien sûr. Voilà. Et qui veut. Voilà. Et tu fais C'est avec, lui qui quoi. décide. Je pense que pour moi, c'est le même parcours que je devais avoir. Okay. C'est juste que, comme je te dis, si on avait ce que les gens avaient. Est-ce que tu as le sentiment, toi, de faire un bon usage des réseaux et de tout ça? Pas totalement, pas comme je le voudrais.
Et pour revenir à ta question, si moi je pourrais changer quelque chose, je suis déjà très reconnaissant pour ce que j'ai pu faire jusqu'ici, pour ce que j'ai eu jusqu'ici. Être 2 fois champion de Côte d'Ivoire avec des clubs différents, 8 fois au total, champion de meilleur joueur de la saison. Franchement, je suis très reconnaissant, mais j'aurais souhaité avoir une formation différente parce que je pense que ça allait me permettre d'être encore plus aguerri là, aujourd'hui, là, maintenant. Parce que la formation fait toute la différence. Aujourd'hui, voir un joueur espagnol à 18 ans évoluer à un niveau très élevé, c'est bien sûr parce que déjà à 5 ans, 6 ans, il faisait des choses qu'ici à 15 ans, 16 ans, on ne fait même pas. Voilà, donc s'il y a quelque chose que j'aurais pu changer, ça allait être la formation. Et puis, effectivement, formation aussi même dans les réseaux sociaux. Parce que tout part d'habitude, ce sont les habitudes au fait. On n'est vraiment pas habitué à ça. Aujourd'hui, tu te poses 1001 questions avant de poster une photo. Voilà, on n'assume pas vraiment. Alors que franchement, il y a le volet sportif, mais il y a le volet communication. Les deux vont de pair. Et un bon sportif qui a une bonne communication, ça donne avoir plus de valeur. C'est ça. Donc, voilà quoi. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir pris le temps de venir discuter avec nous. Évidemment, on vous souhaite bonne chance pour votre demi-finale contre Hypersonic. En espérant que vous soyez en finale, c'est vous qu'on a en face de vous. On leur souhaite la même chose, en toute neutralité. Mais voilà, bonne chance pour votre demi-finale. On espère que vous serez épargné par les blessures, que vous pourrez aller compétir avec toutes vos forces vives. Et à la fin, que le meilleur gagne. Et puis, on fera les comptes à la fin. C'est ça. Allez, à bientôt dans le talk de Jolo Sport. Merci.